Bonjour à tous, enfin bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien dans ce cadre du Kaiju Festival numéro 2. Ce soir, nous sommes vendredi 7 octobre 2022 et on lance donc comme prévu notre petite discussion science ce soir qui va discuter de la... Comment t'as appelé ça déjà? La histoire naturelle du Kaiju. Ouais, tout simplement, voilà. Avec moi donc ce soir j'ai François Louis. Donc, qui est paléontologue, pardon, et aussi médiateur science, et voilà, ce qui est déjà beaucoup, ma foi. Tu fais ça de, Exactement. tu fais ça de quel côté? Alors, ben, moi, je suis au muséum, départemental du Var, donc qui est situé à Toulon. Donc c'est Ok, un musée, d'histoire naturelle, voilà. ok. Et la paléontologie, c'est quelque chose qui t'a toujours passionné? C'est un métier que t'as toujours voulu faire? Alors toujours pas exactement, mais passionné, ouais, depuis que je suis tout enfant et qui est lié notamment, ben, au film Godzilla, en fait. Ah ouais? C'est pas Jurassic Park? C'est les 2, hein. En fait, j'ai découvert Jurassic Park et le film d'Emmerich. Mhm. À peu près, voilà, la même année, ça c'est sûr, tous Ok. les 2 en VHS et ben, il y avait des enfin, voilà, il y avait un côté enfin bon, dinosaure, Jurassic Park, voilà, mais bon, dans le film le Godzilla de Emmerich, c'est un peu son Jurassic Park, donc voilà, on retrouve, l'idée, quoi. J'ai envie de dire d'un côté et ouais, à partir de là, en fait, ça m'a marqué et j'ai traîné ça pendant des années, il y a des moments, j'ai voulu faire d'autres choses, toujours dans les sciences, Ok. heu toujours lié aux animaux, plus ou moins, mais c'est en fait, c'est sur la fin, j'ai justement, avec des stages, des bénévolats, j'ai essayé, voilà, de voir un peu différentes disciplines, différents domaines et puis voilà, j'ai pu trier et j'ai vu que la paléontologie, voilà, c'était ça qui me tenait vraiment à cœur. Et comment tu exerces ça au quotidien, la paléontologie? Tu vas faire comme Alan Grant dans Jurassic Park, aller fouiller des dinosaures, ou c'est plutôt un travail qui peut être aussi de bureau, ou les 2 d'ailleurs? C'est plus le bureau, c'est plus le Ouais. bureau. Il y a quelques fouilles quand même, donc là, en fait, le fait d'être revenu dans le sud de la France, je suis assez content parce que, ben, voilà, je puis retrouver justement une dynamique en fait avec différents, acteurs, de terrain et Mmh. donc du coup, ça me permet, voilà, de faire, plus de terrain il y a voilà, quand j'avais fini, notamment en fait mon master là-dedans. Donc là, voilà, oui, j'ai fait un peu de terrain cette année. J'ai fait, donc la Sainte-Victoire. C'est quoi la Donc Sainte-Victoire? c'est une magnifique, montagne qu'on a là dans les, Bouches-du-Rhône Mmh. et il y a plein notamment de fossiles de dinosaures et d'œufs de dinosaures là-bas, OK. voilà, qui sont étudiés. Donc j'ai pu, voilà, refaire des petites fouilles là-bas, c'était cool et j'ai fait aussi donc là le terrain de Caen-Juers, donc ça c'est dans le Var. C'est un terrain militaire Mmh. et donc là pareil, historiquement, c'est un site où il y a donc, un dinosaure français qui est d'ailleurs, apparu dans Jurassic Park, enfin dans Le Monde Perdu plutôt. Mmh. C'est les petits Compsognathus Ah là. oui, qui sont trop choupis, C'est enfin, mortellement choupis. Voilà. Mais donc voilà, bah, ça il vient de là-bas et donc voilà, j'ai pu aller y faire un tour, bon, c'était un très court cet été parce qu'on avait, d'autres choses à faire au muséum où je suis, mais on a quand même réussi à passer une journée là-bas, puis, donc là, on espère, à la prochaine y être plus longtemps. Et dans les bureaux, il se passe quoi concrètement? Donc une fois que vous avez des infos sur les fossiles, vous faites quoi? Enfin, sans rentrer dans les détails bien sûr, mais grossièrement? Bah, voilà, donc on prend le fossile, on le regarde sous, entre guillemets, j'ai envie de dire, sous tous les angles, Mmh. puis, on essaie de voir, voilà, si c'est connu ou pas. Bon, alors si c'est nouveau, ça implique, forcément, du coup, beaucoup plus de travail dessus. Si c'est déjà connu, bon, ben, on regarde, voilà, s'il y a éventuellement quelques caractéristiques intéressantes qui le démarqueraient. Et puis, après hop, dans l'inventaire du musée et Mmh. puis donc voilà, bah, s'il est nouveau, ben, va falloir, voilà, écrire dessus, selon ce que c'est qui est nouveau, on peut être amené à se rapprocher d'un spécialiste, justement du groupe auquel le fossile appartient. Parce qu'on peut pas être spécialiste, sur tout.
Moi, par exemple, mon dada, c'est plutôt les mosasaures comme dans Jurassic World ou voilà, les lézards, ce genre de reptiles. C'est surtout ça. Et donc parallèlement à ça, tu es médiateur science. Ça consiste en quoi aussi? Donc si j'imagine, c'est dans le musée où tu travailles, tu fais la médiation auprès des publics? C'est ça, Mmh. voilà. Tout simplement. Rien à ajouter. Tout simplement, le classique. OK, c'est une belle carrière en tout cas, si je peux me permettre, tu as quel âge? Bah, là, j'ai fait mes 26e bougies, je suis tout récent encore moi, hein. Paléontologue à 26 ans, tu dois faire rêver du monde, hein, c'est trop la classe, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a des enfants qui ont, c'est assez marrant de voir, voilà, qui sont voilà, ils sont enfin de voir voilà que la passion après ils l'ont eux aussi, c'est vraiment quelque chose que en plus j'essaie de susciter. J'essaie de beaucoup les inviter en fait à pas acheter les fossiles parce que malheureusement maintenant c'est très simple d'en acheter. Mmh. J'essaye vraiment de les inciter en fait à vraiment, eux vivre l'expérience en allant en chercher. Donc du coup souvent quand je fais des médiations, moi ce que j'essaye de leur transmettre, c'est la diversité des différents types de fossiles qu'on peut retrouver. Où est-ce qu'on peut les retrouver? Comment on peut les reconnaître? C'est intéressant ça. Voilà, comme ça, eux, si jamais, voilà, ils vont, par exemple, faire une balade et ben, voilà, «Ah, vous voyez, au fond d'une balade, il y a, sur un flanc, vous voyez, par terre, voilà, il y a des blocs, voilà, il y a des blocs de pierre par terre et ben, soyez curieux, allez jeter un coup d'œil, retournez-les, regardez-les. Peut-être que dedans, il va y avoir des fossiles». Alors, ça, je dis ça, voilà, quand ils sont souvent très petits parce qu'ils peuvent pas encore, rentrer dans les, détails, géologiques, on va dire. Mais voilà, juste, ben, ce réflexe de, voilà, prendre une pierre, la retourner et peut-être reconnaître, du coup, un fossile qui sera incrusté dedans. Je trouve que, voilà, c'est plus beau, en fait, que par eux-mêmes, ils puissent trouver les fossiles plutôt que les acheter. En tout cas, en parlant de fossiles, j'imagine que tu parles de ces bestioles qui sont incrustées dans la pierre. Je suis désolé, je dis bestioles, hein. Mais si Non, on veut mais trou si c'est on veut bon. trouver un œuf de dinosaure, comment on fait? Parce que ce serait que enfin, je pense que tout le monde veut avoir un œuf de dinosaure chez lui. Bah, Ils sont où les œufs? Ils sont où les bons coins œufs des dinosaures? Ils sont où les bons coins? ça dépend où on les ça dépend où on les cherche, hein. Le fossile, en fait, est c'est un peu voilà, où on le trouve, entre guillemets, c'est le propriétaire du sol qui l'a. OK. Typiquement, classiquement. Alors, ben, après voilà, tous les os de dinosaures ne se reconnaissent pas, ça dépend où on est en France et cetera. Bon, il y a alors en tant que particulier, voilà, c'est ce qui fait le plus rêver, mais chasser l'os de dinosaure, c'est pas le plus adéquat, c'est pas le plus simple Mmh. et par contre, le plus simple à trouver, ça va plutôt être, des fragments, en fait. Au final, c'est l'os de dinosaure est plus excitant si, on est vraiment dans le cadre d'une campagne de fouilles, encadrée, Ouais. où on sait qu'on est dans un terrain prometteur et on va potentiellement vraiment là sortir, quand je dis du matériel, du coup des ossements, intéressants. Dans le cadre, j'ai envie de dire, voilà, d'une promenade, d'une petite recherche, tranquille juste pour faire ça, soit il faut avoir beaucoup de chance. Mmh. Parce que généralement, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est des petits fragments d'os, en fait, qui ont subi l'érosion, qui ont été, voilà, cassés et déplacés. Donc c'est pas hyper glamour au final, quand voilà, c'est plus sympa, je t de trouver, voilà, des oursins, des ammonites, Oui. des bélemnites, ou des dents de requin selon les endroits où on est. Voilà, plutôt que le dinosaure qui fait rêver, malheureusement. Ouais, pas de tête de T-Rex chez soi facilement, quoi. Ah ça va être compliqué, ouais. Très Et si difficilement. et imaginons qu'un être humain se balade effectivement dans une, clairière enfin, ce qu'on veut, une carrière, forêt, ce qu'on veut, et tombe, imaginons, enfin vraiment le truc absolument improbable, sur, une tête de tyrannosaure. Voilà, bref, je sais pas, elle dépasse, d'un coup il fouille, il gratte un peu et puis il découvre ça. Il se passerait quoi concrètement? Est-ce qu'il a le droit de merci doctrice pour le raid. Salut doctrice. Est-ce qu'il a le droit de garder en disant: «Beh non, c'est ma tête de dinosaure à moi», ou est-ce qu'elle va forcément passer du côté scientifique ou gouvernemental ou que sais-je? Ah bah non, voilà, c'est comme je l'ai dit, en fait, ça va être le propriétaire de la carrière ou du OK, du terrain, encore une fois, qui voilà, qui va l'avoir. OK, Ça donc sera à lui. Le découvreur n'a, entre guillemets, «aucun droit». mmh mh. Enfin,
Ce qui peut se passer assez souvent, c'est que voilà, on trouve un fossile intéressant et puis ça s'est vu notamment dans des années antérieures. Soit le propriétaire du terrain était pas informé, soit il en avait strictement rien à faire. Garde-les tes vieux Ouais, cailloux, ouais, même si ouais. c'est du dinosaure et donc du coup, entre guillemets, celui qui l'a découvert le prend tranquillement. Maintenant quand même, voilà, c'est un peu plus encadré. Il y a tout le temps des démarches, notamment avec des autorisations, notamment pour que, ben, ce qui sera trouvé et récolté, ça soit laissé du coup aux personnes qui vont être en charge, des fouilles. OK. Et vous avez l'œil là-dessus, du coup, le gars qui trouve la tête du tyrannosaure et vous, en tant que scientifique, vous allez pouvoir avoir accès à ça? Enfin, c'est donc via le propriétaire, nécessairement? Ou est-ce que ça vous donne plus de poids aussi pour, genre, ben, c'est notre travail, donnez-nous la tête de dinosaure, quoi? Non, on n'en est pas bon alors, non, je peux pas parler au nom de tout le monde, Mmh. moi, les mentors que j'ai vus et ce qu'ils m'ont, inculqué, voilà, comme valeur, c'est que, ben, ce qui f important, c'est d'essayer, voilà, d'avoir, un en contact avec des acteurs justement locaux qui sont souvent sur le terrain justement, qui ont pas les contraintes de bureau comme nous et qui justement vont, être en contact avec eux. Ça va nous permettre tout simplement de, comment dire? C'est eux, en fait, qui vont faire les beaucoup de discussions et beaucoup de trouvailles et si jamais ils jugent que c'est intéressant après, ben, puisqu'on a une bonne interaction avec eux, c'est eux qui vont nous soumettre, nous demander des expertises. Est-ce que ça vaut le coup et cetera et fondamentalement alors, dans le cas des musées notamment, ce qui se passe, c'est qu'on a enfin, on force pas. C'est aux personnes, si jamais elles souhaitent que ça reste et que ça soit conservé dans le musée, de faire un don. Mmh. OK. Mais on n'a pas de droit et même si on avait le droit, moi, c'est pas quelque chose que j'aimerais parce que je trouve que c'est un côté un peu autoritaire de dire, «C'est moi le scientifique, donne-moi ton truc». Enfin, voilà, j'aime pas cette idée du tout et donc voilà, heureusement que ça se passe pas comme ça. Même si bon, il est vrai que, à l'échelle de la planète, mais bon, même, en France, et avec, le recul des années, ça s'est déjà arrivé entre guillemets que quand il y a eu des choses intéressantes, on va dire, il y a eu des petits coups de pression, Ça me fait bah, tiens, ça me fait pour penser, j'ai lu il y a quelques années La guerre des dinosaures, qui est on va dire un reportage journalistique en mode livre, qui est un livre, qui est un reportage, qui raconte la guerre qu'il y avait eu autour des os de dinosaures qu'on trouvait au Chili, si je dis plus de bêtises, qui est un très, très bon bouquin, qui est vraiment une enquête, journalistique, mais un peu romancée dans le sens où ça raconte, un peu tout ça. Surtout là, est-ce que tu l'as lu déjà ce bouquin? malheureusement non, Ouais, je il est suis en retard vachement sur d'autres bien. lectures, Il est vachement bien. C'est, mais je tu note. l'impression de lire un documentaire, en fait, parce que en fait, c'est comme, ce qui est bien dans un documentaire, c'est que les choses se déploient. En fait, ça raconte l'histoire d'un gars qui trouve un os de gros dinosaure et en fait, on découvre que ça a une valeur et on découvre qu'il y en a plein autour et donc c'est-à-dire que le site devient un lieu extrêmement prisé et qui peut servir aussi à faire venir des touristes. Donc en fait, il y a du pognon qui rentre. À partir de là, bah, il y a forcément une guerre qui rentre avec d'autres personnes qui ont aussi d'autres coins dinosaures, mais qui veulent récupérer ça, plus le gouvernement qui s'en mêle. Et en fait, ça se déploie en petite crise géopolitique, on va dire, autour des os de dinosaures. J'espère que je me trompe pas en disant que c'est le Chili, mais je suis à 90% sûr. Et en plus, c'est pas très long à lire. Et c'est sorti il y a 3 4 ans, un truc comme ça. J'ai oublié l'auteur, mais c'est un journaliste qui l'a écrit Ah, et c'est vraiment chiant. il y a plein d'interviews des gens qui ont vécu ça à l'époque. Ça date un petit peu, hein, c'était il y a 30 40 ans. Mais c'était vraiment un super bouquin qui Ah, racontait justement cette question de la propriété du dinosaure, l'exploitation commerciale qui était faite autour parce qu'en fait, bah, ça ramenait plein de monde, ouais. hein, concrètement et le gouvernement qui se mêle au milieu de tout ça. Donc tu avais un peu tripartie entre les propriétaires, le côté économique et les grosses boîtes aussi qui se ramenaient et le fait qu'en fait, il y avait plein de pognon et plein d'os à dinosaures et que après ça se tapait sur les terrains qu'ils essayaient de choper, etc. C'est vraiment un super bouquin. Ah, trop bien. Voilà, donc Bah, merci je beaucoup dois là pour l'avoir là cette, quelque part, mais j'ai oublié où. nouvelle lecture là, Ouais, puis ça se lit vraiment. Pour toi, c'est du caviar, hein, franchement. En plus, c'est vraiment une petite histoire géopolitique du Chili. J'espère que je me trompe pas sur le pays. J'en suis vraiment peut-être l'Argentine. Je suis vraiment désolé si je me gourre. Peut-être l'Argentine en vrai. Mais ça raconte plein de choses au milieu de tout ça et aussi sur les crises qu'il y a dans ce pays à ce moment-là. Ça rejoint plein de choses. Voilà.
Je rebondis là-dessus. Mais on va partir sur le kaiju maintenant, puisqu'on est là pour ça. Ouais, allez. Allez, on est parti. Dans ta petite biographie, tu dis que tu es fan des kaiju période SAI. J'espère que je le prononce bien, que Fabien Moreau me fera pas sur son écran de l'autre côté, parce que je sais qu'il est là. Oh Euh, punaise, j'espère que je vais pas dire de bêtises aussi alors. Bon, ça va sur le côté science, on va pouvoir s'amuser. Pourquoi tu aimes particulièrement cette période? Parce que c'est celle en fait qui a le plus marqué, ben, ma jeunesse en fait. Voilà, OK. donc comme j'ai dit, j'ai découvert donc Emmerich, donc j'avais 4-5 ans à peu près, et vers mes 8 ans, quelque chose comme ça, j'ai découvert l'original de 54. Mmh. Donc c'était grâce à la collection HK, comme, je pense, beaucoup d'autres personnes en France. Voilà, c'est Et donc c'est cette ça me période touche que tu beaucoup, c'était un as. cadeau de mon père. C'est pas encore mais après ça a découlé parce que du coup cette cassette, il avait pris dans un magasin qui n'existe plus, que certains peut-être dans le chat n'ont jamais connu, Virgin Megastore. Ah! Oh putain, c'est vrai, ça a bien Ah, et disparu notre ça. époque, hein. Ah, c'est clair. Donc voilà, donc il venait de là-bas et en fait, c'est avec ça que j'ai découvert les Godzilla japonais et mon père, comme il a vu que j'aimais ça et qui lui, il en connaissait d'autres, ben, c'était devenu une sorte, de petit rituel parce qu'on habitait, quand même on était à, presque 1 heure et demie de route, en fait, du Virgin Megastore. C'était quand même une petite trotte pour y aller Ouais. et c'était voilà, de temps en temps, c'était voilà le petit cadeau, autant à moi qu'à lui, ouais, en fait, d'aller se procurer, en fait, les Godzilla qu'il y avait là-bas et de fil en aiguille, en fait, on est arrivé au DVD, justement, de la SCI OK. et C'est là, lequel? ça a Et été du coup de ce hors Godzilla original ou celui de d'Emmerich ou Jurassic Park, bon, on est plus sur du kaiju. Quel a été ton premier choc Godzilla du coup de cette période-là? alors le premier que j'ai vu, c'était le Godzilla contre Mothra en SCI. OK. Je les ai pas vus dans l'ordre. Mmh. Ça, c'était voilà, l'erreur qu'il faisait, c'était de me laisser, en fait, choisir le coffret DVD qu'on prenait. Ce qui fait qu'en fait, SCI, je l'ai pas découvert dans sa bonne chronologie, la première fois. Bon, je crois pas que ce soit gravissime non plus à part, Non, non, ouais. ça va. Ça OK. ça se après ça va. Mais, celui qui m'a le plus, enfin moi, mon chouchou, c'est, Godzilla contre Mechagodzilla 2. OK. Ouais. C'est, que certaines personnes ont certainement aperçu quelque part, à un certain moment sur une certaine chaîne. Du coup, et ben, parlons un peu du coup du centre de cette discussion. Allons-y, l'histoire naturelle du kaiju. J'ai même pas trop de questions à te poser, hein, j'ai le sentiment qu'il y a limite faire un exposé là-dessus, mais par quel angle Oh, tu tu fais qu'il faut, hein, tu ouais, peux. ma Vas-y, hein. question est simple, c'est par quel angle tu attaquerais cette question-là, en fait? Ben, je suis parti du constat, en fait, qu'il y avait, alors des artistes, notamment, il y a quelques années, et en particulier, alors, par exemple, pour l'ère Showa, il y a eu un livre, il y a eu une encyclopédie de l'anatomie des monstres déjà, Mmh. donc Bah, qui est disponible sur, c'est enfin, on ch peut en voir des images sur un wiki Godzilla OK. et j'en ai repris, donc là, j'avais fait une petite image composite avec quelques illustrations pour montrer un petit peu ce qu'ils avaient fait. De ce que tu m'as Donc envoyé du coup? ouais, dans les images, ça doit être OK, l'image numéro 2. c'est parti. Je vais chercher ça. Du coup, ben, ouais, François Louis m'a envoyé effectivement des images que je vais pouvoir diapositive de oui, ça doit être ça, effectivement. Donc écoutez, Je trouve ça génial, hein, tac, la voici. c'est Tiens, excellent. je vais la baisser un peu, histoire qu'on ait le attends, non, ça par contre, on va enlever l'objectif. Voilà, ce que j'avais dit, on ferait ça un peu au fil de l'eau, mais c'est pas de souci. Là, une fois que la première sera calée, on sera bon. Voilà. Ah bah non, on va pas faire ça du tout. Voilà, et ben on voit l'image dont tu parles, la diapo. Bon, bah, donc voilà, admirer du coup le travail. Alors malheureusement, j'ai pas en tête là le nom de l'artiste. J'ai pas C'est bien fait mes devoirs. c'est paru au Japon Heu, ça, du coup? ouais, c'est paru au Japon. Pense pas qu'il y ait eu de traduction, mais ben, je suis trop fan de l'idée, hein.
Carrément, bah oui, c'est imaginer un organisme au sein de monstres imaginaires, surtout de ce gigantisme et doit être, Ah, c'est ça. créativement super intéressant à faire. Ah mais je pense que alors là, là où les personnes qui ont travaillé dessus ont dû se régaler et en plus, il y a pas que du coup, les kaijus, j'ai envie de dire, organiques. Mmh. Il y a aussi, donc les robots. On a Oui. Mechagodzilla, Mmh. il y a le Moguera aussi qui est dedans. Alors le Moguera, le vieux aussi, puisque là on est dans la Showa. Donc enfin, Et ça date de quand, du coup, cette parution? rentrer dans le délire. Mmh. Bah, je crois qu'il est sorti dans les années 60, mais je fais ça OK. de mémoire. Je me suis peut-être trompé. OK, OK. La année quand même à vérifier. Là, je suis plus très sûr. Mea culpa. Pas non, mais t'inquiète pas, c'est pas c'est moi qui pose mes petites questions et si tu sais pas enfin, si tu pas exactement la date ou la ref exactement précise, c'est pas grave. De toute façon, ce qui est cool, c'est que tu as quand même fait ces diapos et ces images, donc on peut au moins se figurer de quoi on parle et c'est le plus important, Mmh. quoi. Et alors après, voilà, je regrette aussi de ne pas savoir lire le japonais parce que je pense que les gens qui savent du coup là lire le japonais, alors s'il y en Mmh. a dans le chat là, mais ça doit être encore mieux parce que là, c'est pas seulement le plaisir visuel, vous savez aussi ce qui est indiqué. Donc vous pouvez voir à quel point ils sont rentrés dans le délire, quoi. Fabien Moreau dans le chat C'est dit que ça doit fascinant. dater des années 70-80 selon lui. Ah, On doit merci être sur Fabien. cette période-là. C'est peut-être aussi par rapport aux bestioles qui apparaissent, parce que Mechagodzilla, Mmh. apparaît en 74. Du coup, Ah oui. forcément, vu qu'il est dedans, ça doit être après ça, quoi. On doit être là-dessus. Ça permet de dater le bouquin. On arrive, tu sais, pareil, avec des Effectivement, ouais. fragments d'informations, on arrive à dater un livre comme on arrive à dater un ossement. Heu, Complètement. OK, donc donc tout est parti de là. C'est un peu, voilà, l'idée Ouais, de ce délire-là. Alors je suis tombé aussi par hasard en cherchant les images. Alors là, mais par contre, ça, c'est dans celle que j'ai trouvée juste avant le live. ouais. Bah, dis-moi la diapo Du que coup, ouais. c'est, moi je les ai C'est la devant les yeux. suivante, c'est la C'est la troisième. 3. OK, ben allons-y, pas de souci. Donc là, ben, c'est, fondamentalement la même chose, mais du coup avec la SCI. OK, donc plus tardif. Voilà et bah, toujours pareil, enfin, je viens de dire, il y a la qualité graphique et c'est super agréable à voir, il y a on voit qu'ils ont mis plein d'infos, donc ça montre à quel point justement ils ont joué le jeu, quoi. Mmh. De pas juste, voilà, être sur le côté artistique, quoi, donc c'est vraiment c'est un travail, je suis vraiment admiratif, je suis bouche bée là. Et Je regrette qu'on n'ait pas plus ça, en fait, ouais, donc limite. ce qui te manque en gros, c'est la barrière de la langue dans le sens où si tu savais lire le japonais, est-ce que tu aurais un œil scientifique pour déterminer si ce qui est raconté là-dedans, tient le coup ou pas? D'ailleurs, toi, d'un point de vue très basique par rapport à la paléontologie, est-ce que tu as des bonnes connaissances sur, bah, j'arrive pas à trouver le mot, sur, bah, un Alors organisme, corporel, je vais dire ça, je m'arrête là. oui, oui, on a c'est à la base de la formation, on a des bases, voilà, c'est dans les canons, qu'il faut avoir, en fait. Et généralement, on a plus de temps au début sur juste les animaux, les plantes et cetera de maintenant, en Mmh. fait. Parce que justement, on se base sur eux pour, reconstruire, en fait, ceux du passé. Parce qu'on part du principe que, les règles, dans la nat entre guillemets, hein, les règles de la nature qu'on observe maintenant, c'était les mêmes aussi avant. Mmh. Bah, on pose la question Donc, dans le chat justement, est-ce que Godzilla aurait-il pu exister s'il faisait 100 mètres de haut? C'est bon alors là, point de vue ouais, anatomie, enfin, parce que je crois qu'il y avait une étude ou enfin une étude un peu rigolote qui avait été faite disant qu'il s'écroulerait sous son propre poids ou qu'il y avait pas enfin, point de vue masse, ça tenait pas, quoi. oui, complètement. Voilà, c'est malheureusement quand la science des fois casse les délires, j'ai envie de dire, donc, Oui. il va de soi que tous les kaijus qu'on a découverts dans ces films, qu'on aime tant, que ça soit Godzilla, Gamera ou les autres, voilà, physiquement, ils sont beaucoup trop imposants, pour, pouvoir être, viables en fait sur la terre ferme. Et puis même pour atteindre cette taille-là, Oui. il y a d'autres limites en fait, hein. La baleine bleue de maintenant typiquement,
On est dans les limites maximales, j'ai envie de dire, de ce qui est possible. OK. Un Donc peu ça donc on y est, hein. On peut pas c'est pareil, hein, même si donc ils étaient que dans l'eau, on peut penser notamment qu'il y a des kaijus aquatiques. Là, c'est pareil, ils sont des dimensions qui sont quand même, là aussi, trop importantes. Il y a des limites, voilà, pour ne serait-ce que, voilà, le cœur qui envoie le sang, en fait, bon, il y a une taille, au bout d'un moment, c'est plus concevable, en fait, et en termes de température aussi, enfin bref, il y a tout un tas de mécanismes. Là, je vais pas rentrer dans les détails là-dedans parce que j'ai prévu d'autres petites surprises, là, pour après. bah, pas Mais de en gros, souci. donc voilà, l'idée de ce soir, c'est pas de casser les mythes, trop en étant en mode: «Ah là, ce qu'ils ont voilà, là, ce qu'ils ont fait et cetera, ça marche ou ça marche pas». C'est pas un truc que je suis spécialement, trop fan, en fait, pour faire que ça. Donc là, en fait, pour ce soir, j'ai fait une petite sélection, dans de Godzilla dans des films, en fait, OK. Et en ben, partie et pas que, et de voir, en fait, beh, qu'est-ce qu'eux ils disent dans le film, entre guillemets, et qu'est-ce que nous on peut en dire, notamment avec notre regard de maintenant. dans ce cas-là, on passe à diapo 4 si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ben, allons-y. Hop, elle arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de beau cette diapo, la science dans la pop culture? Alors, un truc, qu'on oublie un petit peu ou qu'on pense pas assez, c'est que dans le premier Godzilla, on a alors, cinématographiquement, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais enfin pour moi, c'est le premier film où un paléontologue est autant mis en avant. D'accord. Ça me touche un petit peu. Donc, voilà, avec, donc le docteur Yamane Mmh. qui, alors c'est vraiment drôle parce que donc dans les, années du film, au Japon, la paléontologie, elle a pas encore la dimension qu'elle a maintenant au Japon. D'accord, Maintenant, ça au Japon, ils ont plein d'espèces, ils ont leurs propres dinosaures, et cetera. C'est super cool. Mais à l'époque, c'était un peu le désert, hein, faut le dire. ça reste une science assez, entre guillemets, «récente» quand même, la paléontologie. Elle a quoi, 150 ans, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, Alors, si je dis pas de bêtises? heu, ouais, historiquement, elle date du XVIe siècle. OK, Mais la manière dont elle est vraiment pratiquée maintenant, effectivement, elle a à peine un peu plus de 200 ans. En fait, OK. elle est du 19e siècle. Oui, c'est ça. Moi, je voyais fin 19e, mais c'était peut-être plus début, du coup, ouais. Voilà, c'est bon, c'est pas c'est ça, ça reste quand même, même si voilà, c'est quand même une science qui est quand même très jeune, hein. Mmh. Dans tous les cas, oui, oui. On va dire que voilà, le 16e siècle, c'est le moment où on peut le faire, tirer le plus loin pour que ça corresponde à ce qu'on a, en fait, encore aujourd'hui. Mais donc pour le Japon, il y avait pas c'était pas le pays de la paléontologie, quoi, notamment là, à l'époque, au moment du film. Les pays Ouais. de la paléontologie, c'était les pays européens, les pays américains, ça commençait à être, des pays chinois. Mais, ouais, alors le Japon, enfin voilà, Et donc là, on a un personnage, un paléontologue japonais qui apparaît dans ce premier Godzilla. Il a quel rôle? Il représente quoi? Et qu'est-ce qu'il véhicule comme message, on va dire? bah, il est très intéressant parce que quand on le voit, donc il est démarché pour aller, étudier, comprendre ce qui se passe. Donc j'ai envie de dire, voilà, entre guillemets, un rôle de savant assez, classique. Et après, il peut avoir une posture qui peut peut-être déranger certaines personnes, puisque même quand Godzilla va faire des destructions, il est quand même pas pour vraiment le tuer. Il veut vraiment l'étudier, comprendre pourquoi, voilà, il a survécu, au nucléaire, à la bombe, et cetera. Mmh mh. Donc, c'est vrai que et ça se voit dans les personnages, hein. Certains, ne comprennent pas cette «vision» entre guillemets, voilà, de vouloir préserver cet objet d'étude qui est devenu Godzilla, en fait, pour lui, c'est ça, hein. Mmh. Oui, il faut qu'il de C'est quelque nature chose va qu'on la va retrouve va dans la va le science. passionner, hein, forcément. Il voit un gros monstre débarquer, il est paléontologue, il fait: «Ah, c'est mon rayon». Mais complètement, ouais, et en plus, enfin, il est encore plus dans le délire quand c'est il se dit que cette créature, elle a un lien justement avec les espèces disparues. Parce que quand, il va trouver dans une empreinte de Godzilla, avant de le voir, il trouve un trilobite, donc, un C'est quoi vieil, c'est quoi un trilo invertébré, qu'est-ce donc un c'est trilobite? un c'est un invertébré fossile, ça fait partie de fossiles qu'on peut trouver, très abondamment dans certains coins en France. OK. Voilà.
Et donc ils en trouvent un dans l'empreinte de Godzilla et donc là, il comprend du coup le lien avec, voilà, espèce disparue, tout ça et puis après il part dans sa voilà, il propose sa quand il doit faire son compte rendu, il propose sa théorie d'ailleurs sur l'origine de Godzilla. Qui est du coup? Bah, justement, c'est ça qui, c'est intéressant, c'est qu'il a du mal en fait à le situer. Ouais. Il propose, ouais, c'est peut-être, une sorte, pour lui alors il parle d'espèces intermédiaires, alors ça c'est quelque chose qu'on n'utilise plus maintenant, mais qui à l'époque, dans les discours scientifiques, c'était présent. On cherchait justement des espèces dites, intermédiaires, parce qu'on essayait de voir l'évolution, des espèces, comme des liens d'ancêtres à descendants directs. Mmh. Donc voilà, OK. chose que maintenant, voilà, on n'a plus cette vision-là de lien vraiment direct entre 2 espèces, qu'elles soient de maintenant ou fossiles ou qu'entre des fossiles. Mais au moment du film, oui. Et donc c'est quelque chose qui retranscrit, fidèlement, en fait, hein, le fait de dire, voilà, Godzilla, donc un intermédiaire entre, des reptiles aquatiques, terrestres, enfin bon, Oui, puis il se pose des questions. le nom de Godzilla en lui-même signifie, je crois que c'est un mélange entre reptile et enfin et baleine. Baleine et lézard, je crois que c'est Gorille-baleine, si je me trompe pas. gorille baleine, c'est gorille. Non, c'est gorille baleine. Pareil, Fabien Moreau Et va hurler dans 2 secondes. Ouais. Retenez-le, Fabien. OK. Est-ce que tu as encore des Bah, choses à dire sur cette diapo-là ou est-ce que tu veux qu'on passe à la non, tu suivante? peux passer à pour Ouais, le composite de Godzilla. bah, tu me dis, hein, dès que tu veux passer une diapo, vraiment, tu me dis, Vas-y. suivant et je m'en occupe, tu vois? Hop, c'est fait. Nickel, merci. Alors, sur la composition de Godzilla, beh, puisque donc, faire quand même un petit, coucou donc, au livre de Fabien, à son encyclopédie, puisqu'il en parle dedans, Kaiju, de envahisseur et comment est apocalypse. voilà. Donc, je j'invite si ça peut, voilà, aider alors ceux qui ont pas le livre, donc à participer à sa résurgence, Fabien dedans, vous explique, des sources d'inspiration, justement qui ont permis à la conception du design de Godzilla Mmh mh. et c'est super intéressant. Donc là, je vais pas les révéler volontairement, hein, voilà. Ceux qui ont le livre, savent, les autres, voilà, j'espère que le livre, sera réédité pour que vous puissiez le lire aussi. Mais en termes d'espèces, donc ouais, c'est une petite, petit florilège qu'on peut découvrir. Donc il a du tyrannosaure, Godzilla. Mmh. Donc ça, c'est un peu, voilà, l'aspect, général, la tête. Pour, son dos, il va avoir, donc le dinosaure là que j'ai mis qui est sous la tête de T-rex, c'est ça, un stégosaure. Mmh. Donc il a des plaques sur le dos, donc c'est ça qui va servir d'inspiration pour, mettre des plaques en fait à Godzilla. Et au niveau de la main, il va avoir une main avec des doigts un peu développés, donc ça vient d'un dinosaure qu'on appelle l'iguanodon. Donc ça, c'est l'image qui est le plus à droite, ça montre voilà, la main avec plusieurs doigts, dont un doigt qui en fait se résume essentiellement à une grosse griffe. Bon, c'est pas le cas pour Godzilla, mais bon, l'idée est à peu près là. À Donc noter c'est une chimère, que, hein. oui, à noter que Godzilla, du coup, a un pouce préhenseur. Oui, C'est important. comme nous, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc ça, il est quand même un peu au sommet de l'évolution puisque c'est un des trucs qui fait qu'on est grave cool les humains, mais enfin grave bête aussi, mais c'est notre pouce préhenseur, notre petit pouce. Alors, malheureusement, on a découvert plein d'autres espèces avec des pouces préhenseurs. Non, c'est vrai? Ah si, Ah ouais, ouais ouais? et ah ouais, ouais, dans des espèces inattendues, c'est OK. bon, on a perdu notre, bon, on est cool quand même pour d'autres choses, mais bon, on n'est plus voilà, ça, on n'a plus l'exclusivité, on va dire, Ah là-dessus. merde, putain, j'en parlais Voilà. encore l'autre fois à un Désolé, ami, je bon, disais: «Putain, on est pouce préhenseur, carrément, on pourrait faire mieux et tout». Non, j'étais au bar comme ça, puis on m'a dit: «Mais rentrez chez vous et mettez un pantalon s'il vous plaît». Enfin, c'était le bordel. OK, donc c'est une chimère? ouais, mais ça nous dit pas vraiment ce que c'est ça, entre guillemets. Alors maintenant, si on jouait un peu le jeu si on se mettait dans la peau du coup, de Yamane, Mmh. mais qu'est-ce que c'est vraiment? En tant que paléontologue, un truc qu'on utilise pour des animaux comme Godzilla, c'est les os. OK. Donc là, si tu peux passer à la diapo À suivante, la suivante, allons-y, on va comprendre comment on va allons-y. pouvoir décrypter ce Godzilla, enfin, C proposer un moyen de le décrypter. La voici l'image suivante.
Voilà. Donc là, c'est pour poser simplement une petite base. On va prendre, voilà, parce qu'on va se dire, voilà, Godzilla, voilà, est-ce que c'est plutôt un mammifère ou un reptile? Mmh. Voilà, on va poser cette hypothèse. OK. Voilà, bon. Et un élément qui peut nous aider, pour y répondre, c'est de connaître justement une différence fondamentale entre mammifères et reptiles. Ah Et un ah, truc qui est pratique, c'est qu'on voit que les crânes sont super différents. tout à fait. Il y en a qui creux d'ailleurs un peu plus. Là, je fais Mmh. l'ingénu-jal, hein, et peut-être, la place pour la taille du cerveau aussi? Là, comme ça, je dirais, Alors, oui, les mammifères ont quand même une tendance à avoir, une place, enfin, certains mammifères ont des cerveaux plus développés que certains reptiles. mmh Mais en fait, ce qui va vraiment aider, c'est, si on regarde la mâchoire du bas, mh. chez les mammifères, c'est un seul os qui est en rouge, OK, alors que chez les reptiles, on retrouve le même os, mais on voit que c'est qu'un os parmi d'autres, en fait, qui fait la mâchoire du bas. d'accord. Et il y a un autre critère, c'est que justement, tu parlais de trous. Bah, il y a des trous dans le crâne, en fait, qui sont, plus importants que les autres. Mmh. C'est, ce qu'on appelle alors, un des rares mots de jargon de ce soir, des trous temporaux. Donc les mammifères, là, en fait, ils en ont une paire. Donc fondamentalement, ils en ont un de chaque côté, alors que les reptiles, ils vont en avoir 2. C'est ce qui est en bleu, Ouais, ces fameux trous-là, OK. importants. Donc là, on va regarder, du coup, avec la diapo suivante, est-ce Yep. qu'on peut avoir des ossements de Godzilla? 7, c'est parti, hop. Et on a de la chance dans les films, on peut en avoir, Ah ah! un Donc ça petit peu. des données. Alors, à gauche, c'est le squelette qui avait été utilisé, du coup, pour le premier film. OK. Alors là, du coup, on le voit pas comme ça, à proprement parler dans le film. C'est pour ça que c'est génial que cette image, existe sur le net. Ça donne un autre point de vue que voilà, qu'on n'avait pas en visionnant. Et à droite, alors pour ceux qui sont fans, et connaisseurs, je pense que vous avez, reconnu du coup le squelette qui va servir à fabriquer Kiryu, Ah, et c'est qui Kiryu du coup? la 3e version de Mechagodzilla. Ah, celle qui est dans Mechagodzilla 2 Godzilla contre Mechagodzilla 2, c'est ça? Non, c'est Non. dans Ah. les, films de la période Millennium. Ah merde, putain, la honte. C'est les derniers, c'est le dernier modèle, Quelle honte. Pour moi, hein. OK. ouais. Il y en a tellement des Mechagodzilla. Donc, voilà, on a les squelettes et notamment on a les crânes du coup. Alors pour, se baser sur le crâne, on va prendre celui qui est le mieux fait, enfin, je me suis basé sur celui qui était le plus visible, donc forcément celui du film le plus récent, donc du Millennium, mais on va dire que dans le canon, c'est censé être le même, que celui de 54, ce squelette-là, OK. entre guillemets. Donc du coup, à la diapo suivante, vous allez pouvoir voir le résultat. Donc j'espère que vous avez fait vos paris, Godzilla, reptile ou mammifère? Parce que là, Suspense, elle vous allez avoir arrive. la réponse. Ah! C'était reptile. Non, c'est ça? Tu es sûr? Vu qu'elle elle est plus détaillée, je me suis dit que c'était reptile. Ah bah non, la mâchoire! Ah putain! Je suis comme les enfants en Bien. médiation là, je fais: «Ah mais si, la mâchoire monsieur». Oui, il y a la mâchoire. Bah non, mammifère! Parce qu'il y a pas plusieurs os à la mâchoire, on l'a appris il y a genre 2 minutes les amis, hein, faut se concentrer un peu là, on apprend des trucs, hein. Pas de bras, pas de chocolat, hein. Attention. Ouais, donc voilà, une proposition possible. Godzilla peut être enfin le Godzilla de 54 peut être un mammifère. Alors Ah! ça surprend, il a pas de voilà, il manque de caractéristiques autres, mais bon, Oula, les os ont parlé, les j'ai ont envie de parlé. dire. Et toi, tu en Donc sais voilà, quelque chose, hein, quand tu vois des os tout de suite, ça voilà. bah, c'est ton métier, hein, bêtement. OK. Voilà, sur ça, voilà, bon, ouais. Donc voilà, pour le film de 54, c'est ce que j'avais à vous proposer. Voilà, j'espère que, voilà, ça vous a Bah, on a appris un truc. j'espère vous avoir retourné le cerveau avec ça, voilà. Bah, surtout, on a appris à faire maintenant la différence entre un mammifère et un reptile de manière, tout à fait évidente. Je veux dire, maintenant, dès que je verrai un os de crâne, si je regardais tout de suite la mâchoire, je ferais: «Ha ha!» et ça va être cool. Carrément, Je pourrais briller mais en carrément. société de ouf. Mmh. Mais complètement. Mais c'est ça, moi, c'est ça que je trouve génial parce qu'il y a plein de trucs comme ça, c'est voilà, c'est des petits trucs, hein, c'est pas énorme, hein. Non, mais c'est trop cool.
Vraiment trop cool. Donc voilà, c'était la session, anatomie comparée, voilà, c'est le nom Première de partie. l'exercice. Et ben, on passe à la diapositive numéro 9. Complètement, avec du coup, mon film préféré. Ah, je crois que c'est la fiche préférée de Fabien aussi. Ah, On elle le est cite beaucoup ce terrible. soir. Je crois que c'est ouais, il en parlait l'autre soir et il me l'a envoyé. Je l'ai, si je dis pas de bêtises, c'est la fiche préférée de Fabien Moreau. Bah, elle est magnifique en même Elle est temps. très belle, ouais, de ouf. Et justement dans les coffrets DVD, il me semble que c'est elle aussi qui est justement, l'impression sur le disque. De mémoire, il me semble que c'est celle-là. OK. Et donc sur cette diapo. Alors là, il y a plein de choses, enfin, il y a plein de choses qu'on peut dire. Alors cette diapo, je l'ai mis, donc ceux qui ont vu le film, notamment qui a dû être diffusé, ceux qui sont restés tard hier soir, ou alors ceux qui le connaissent déjà. Oui. Vous vous souvenez peut-être qu'au début du film, il y a un œuf qui est gardé par, le fameux Rodan. Mmh. Donc, kaiju, volant, ptérosaure, voilà, Qui fait beaucoup de vent. typique, qui fait beaucoup de vent, qui est très voilà, qui est très, très enfin bon, la créature entre guillemets «est simple», mais là, enfin, en particulier, ce mannequin-là, moi je trouve qu'il est super beau. Je l'ai en figurine d'ailleurs, de Ah la ouais? gamme de Bandai là, les, Monster Arts, Trop bien. c'était, c'était les petites, voilà, petits souvenirs, de l'adolescence là, bon et donc voilà, si je digresse là-dessus, c'est parce que Rodan garde un œuf, Mmh. mais c'est et on a les restes d'une coquille éclos et on suppose, notamment, c'est ce que supposent les chercheurs dedans, du coup, il s'agit, de l'œuf de Rodan. Mais il y a un autre œuf qui s'avère être l'œuf d'un petit Godzilla. Oh. Et alors ça, si j'ai mis ça là, parce que je trouve qu'il est intéressant et c'est pas assez insisté, Non. c'est qu'en fait, le film là, indirectement, fait passer une, notion, de biologie qui est tout simplement du parasitisme, du type de l'oiseau coucou. Ah oui, donc l'oiseau coucou qui va mettre son œuf dans un autre nid et le bébé coucou en naissant va virer les autres, bébés et pour prendre sa place, être nourri et logé jusqu'à qu'il puisse s'envoler et faire à peu près la même chose plus tard, quoi. Donc voilà, et là enfin, moi ce que je trouve ça intéressant dans l'idée, c'est qu'on a du coup, l'espèce entre guillemets, donc là des Godzilla, qui aurait ce mode de reproduction et je trouve ça génial parce que plutôt que de dire simplement: «Il a pondu son œuf», il est allé chercher, des nids d'autres bestioles pour pondre dedans. C'est un petit truc, hein, Ouais, mais ouais, non, non. voilà, Est-ce que voilà, je trouve ça sympa. Et du coup, par contre, avec la diapositive suivante, on va se concentrer un tout petit peu sur le bébé, du coup, Godzilla de ce film, qui est un élément clé de l'intrigue, puisqu'il aurait en lui le secret pour vaincre Godzilla. Enfin, c'est ce que oh! cherchent, les humains de la J-Force. Et notamment, en fait, en étudiant, du coup, ce bébé Godzilla, ils trouvent qu'il y a 2 cerveaux dedans. Ah. Révélation. Et du coup, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils vont détruire ce cerveau, enfin ce deuxième cerveau, donc le deuxième cerveau qui est au niveau donc du bassin, Mmh. juste avant la queue, sur le Godzilla, comment dire, et que grâce à ça, ils vont le tuer. Enfin, ça va permettre de d'aider à le tuer, puisque c'est leur objectif, hein. Donc, ils font les modifications sur Mechagodzilla, et cetera. Pour ceux qui ont vu le film, ils attaquent et effectivement, quand ils attaquent et quand ils broient ce second cerveau chez Godzilla, Godzilla, il tombe par terre, il peut plus se relever, voilà, c'est la fin des haricots. Et cette idée de second cerveau, bah, elle vient pas de n'importe où. Elle vient, en fait, d'une hypothèse qu'on avait tout à l'heure, j'ai parlé du dinosaure, le stégosaure. Et c'est un des dinosaures, donc encore dans ces années-là, où on pensait qu'effectivement, à cause de leur taille et parce qu'on avait trouvé au niveau du bassin un espèce de creux, on s'était dit que justement que dans ce creux, l'animal, quand il était vivant, il avait un deuxième cerveau. Puisque comme il était grand, Mmh. pour l'aider à se coordonner les mouvements de la queue, et cetera. Donc c'est une ancienne hypothèse scientifique, voilà, qui a vraiment existé
et qui est reprise, entre guillemets, là, dans ce film, d'une certaine manière, même si là, eux, c'est pour l'équilibre. Et ce qui est super fort, c'est que entre guillemets, là, dans le film, ils ont prédit ce qui est maintenant une nouvelle hypothèse sur ce «second cerveau» entre guillemets. Ok, Je t'invite à passer à la diapositive suivante. je passe à la diapositive suivante. Donc là, vous avez le squelette d'un stégosaure avec, donc vous avez des petits encadrés pour vous situer du coup donc le vrai cerveau, hein, donc au niveau de la tête et le «second cerveau» entre guillemets. Alors il se trouve qu'il y a des chercheurs, c'est très récent, hein, ça a moins de 2 ans, hein. Ils ont donc, publié un article scientifique où ils ont réétudié cette idée de deuxième cerveau. Ils se sont rendus compte en fait que c'était pas un vrai, deuxième cerveau, hein, Mhm. mais en fait, c'était un organe qui sert à l'équilibre et qu'on retrouve le même chez les oiseaux de maintenant. D'accord. Et sachant que les oiseaux, maintenant, on sait que c'est les descendants des dinosaures. Ouais, c'est des Ouais. dinosaures, C'est- parfaitement, donc et donc c'est super cool ça. Parce que chez les oiseaux, on sait que c'est un organe qui, leur sert à l'équilibre. Mhm. Donc si c'est bien le même chez les dinosaures, ça veut dire qu'il sert à l'équilibre. Mhm. Donc ça Et veut dire que dans le film en 93 là, dans Godzilla contre Mechagodzilla 2, ils ont eu l'intuition scientifique du fait de comment ça pouvait fonctionner, etc., quoi. Trop ouais, bon cool. là, alors là, voilà, l'intuition, voilà, c'est bon, C'est c'est trop, peut-être trop cool, quoi. voilà, gros, mais c'est voilà, c'est ça, c'est trop cool de se dire ça, c'est les petites surprises qu'il y a des fois dans la culture populaire. Ouais. Voilà, c'est des «anticipations» entre guillemets, même si c'est pas voulu. Mais le fait de scénaristiquement d'avoir choisi ça, là, des années après, on se rend compte que ça fonctionne, quoi. C'est ouf. Et du coup, pour répondre à la question que j'ai eue dans le chat, donc il y a bien des animaux qui ont 2 cerveaux, de nos jours et ce sont les oiseaux et ça leur sert à l'équilibre, quoi. Alors voilà, donc alors voilà, bon, alors le deuxième cerveau, c'est peut-être un peu un gros mot. Ouais, On va dire en fait qu'ils ont une deuxième oreille interne. C'est ça, c'est OK. l'organe de l'équilibre. Donc Mmh. ça, normalement justement là au niveau de la tête, au niveau du cerveau, c'est un petit organe en plus. Mmh. Bah, c'est plutôt ça. Ils ont plutôt OK. une deuxième oreille, interne, mais effectivement, oui, voilà. Ils ont ce petit plus pour l'équilibre et les dinosaures, du coup, ouais, l'avaient aussi. Et les Godzilla aussi, apparemment. Ouais, Tout se tient. tout est lié. Ce qui nous amène à la question suivante, parce que dans la saga, SCI, on nous propose une origin, story entre guillemets de Godzilla Mmh. Qui est? Ou et bah, tu qui est, ben, justement, on va essayer de découvrir qu'est-ce que ça vaut. diapositive 12, Suivant. c'est parti. Donc, grâce à des humains qui maîtrisent le voyage dans le temps et au passage qui se permettent quelques clins d'œil, à des films hollywoodiens. Donc une sélection de héros, va pouvoir remonter dans le temps, pour découvrir, mais qui était Godzilla avant d'être irradié, par les essais nucléaires Mmh. du Pacifique. Et ils vont tomber sur un dinosaure qui, avec la plus grande originalité du monde, ils vont appeler Godzillasaurus. Oui, ils s'emmerdent pas trop sur les noms généralement, Ouais, ouais, c'est voilà, mais ça marche après, hein. Mmh. Bon, il faut dire que des fois dans la science, on s'embête pas non plus, surtout maintenant avec des nouvelles générations de chercheurs, ayant grandi avec la culture pop, Oui, c'est ça, ça se mélange généralement, c'est assez connu, hein, sur, science et culture pop, c'est on finit ça, par trouver des trucs, quoi. complètement. Bah, il y a pas très longtemps, enfin il y a pas très longtemps, cette année, on a un nouveau dinosaure carnivore qui s'appelle Meraxes en référence au dragon de Game of Thrones, tu vois? Ah ouais, on en est là, quoi. Et il s'appelle vraiment juste Meraxes, tu vois? Il y a pas de Meraxesaurus ou quoi, tu vois? Ouais, C'est ouais, pour dire c'est à quel point, bon à l'essentiel, allez hop. il va y avoir des Dracarys bientôt et tout, quoi. Ah, c'est pas impossible. Et alors du coup, ce Godzillasaurus, ben, si c on va imaginons, hein, imaginons,
on est dans le film, on est des scientifiques. On se demande, ce serait quoi en fait comme dinosaure? Parce qu'il y a plusieurs familles, il y a plusieurs groupes de dinosaures. Tout Et à du fait. coup, ce qu'ils ont fait là, est-ce que ça fonctionnerait? Est-ce que ça on pourrait vraiment le mettre dans un groupe de dinosaures? Alors pour ça, on va passer à la diapositive suivante et on va un peu le décortiquer. Hop là. Alors, ce cher Godzillasaurus, il a un caractère qui est intéressant, c'est sa main. Au niveau de sa main, on voit qu'il a 4 doigts, Mmh. dont 3 qui sont plus grands que le premier. Ah, ça, c'est un caractère qu'on a chez certains dinosaures. J'ai mis une petite image, hein, voilà, Ouais. ça vient d'un dinosaure qui s'appelle le cératosaure. Ensuite, si on regarde sur son dos, on voit que sur son dos, il y a, à ce Godzillasaurus, des espèces de petites bosses, on dirait, sur son dos. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur d'autres Godzilla, en fait, et ça, en fait, c'est des os. On appelle Mmh. ça des ostéodermes. Donc en fait, ça veut Qui permettent de protéger, j'imagine. entre autres. Petite armure. Voilà, ça fait des réserves de calcium aussi, en OK. plus. Ça peut être multifonction, en fait, hein, c'est ça qui OK. est génial. C'est un peu un couteau suisse, on va dire. Et il se trouve que ces ostéodermes, sur un dinosaure qui est carnivore, bon, ça se voit à sa dentition, hein. Les dents, bon, il a des dents bien tranchantes, hein, comme on peut le Mmh. voir. On en a un, on en connaît, et c'est encore ce fameux cératosaure. Donc ce serait lui le coupable. Le Alors suspect, le suspect. alors voilà, le truc, c'est que pour être vraiment un cératosaure, un vrai cératosaurus, il faudrait encore d'autres caractères que notre Godzillasaurus n'a pas. Et on voit qu'il a d'autres caractères qui sont différents. Donc OK. entre guillemets, c'est une espèce qui serait vraiment à part. Par contre, c'est une espèce qui serait une espèce cousine, qui serait assez proche, certainement, de Ceratosaurus. Donc en fait, Godzillasaurus, on pourrait vraiment le classer parmi les dinosaures. Il serait dans un groupe qu'on appelle les cératosauriens. OK. Comme quoi, voilà, faudrait pousser un peu plus, faudrait pouvoir voir d'autres caractéristiques, mais notamment son squelette. Ah, si jamais un jour, je sais pas, une archive qui sort et ils ont gribouillé un Ah. squelette, voilà, j'aimerais trop. Ce serait génial. Mais ce Godzillasaurus existe presque dans notre monde, dans notre réalité à nous, j'ai envie de dire. Et ça, si tu passes à la diapo suivante, Diapo suivante. attention, là, Là, c'est la ça arrive. révélation. Le Je vous présente. Gojirasaurus. Pardon. Eh oui. Excuse-moi, Vas-y. je t'ai coupé. Non, 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 non. mais non, Bah, tu l'as présenté, c'est très bien, hein. j'ai lu. C'était, entrée triomphale. Donc OK. voilà, un dinosaure carnivore de taille, alors il a pas l'air spécialement grand pour quelque chose qui s'appelle Godzilla, on s'attend, mais en fait, à l'époque où il a vécu, c'était, l'un, si ce n'est peut-être le plus grand, en fait, dinosaure carnivore. D'accord. Donc il mérite quand même son nom. Oui. Puis, vu la taille de l'être humain qu'on voit à côté et cetera, si on a même s'il fait pas très grand par rapport à un T-rex ou même, voire un diplodocus ou n'importe quoi, je pense que ouais, ça doit être quand même, relativement effrayant. Ah, il faut bien mettre voilà les bon, c'est un carnivore aussi, donc voilà, il a ce qu'il faut, en termes de griffes et de dents, pour chasser. Donc ouais, j'aurais pas aimé être un humain face à lui, Et donc voilà, le Godzillasaurus donc existe presque, entre guillemets, hein. Et C'est mais alors ce dinosaure qui existe presque s'appelle non, mais il s'appelle pas par contre Gojirasaurus, c'est pas son vrai nom? ah si, il s'appelle Si? vraiment Gojirasaurus? Ah bah, dans ce Ah cas-là si, si, mais si. alors comment ça s'est passé? Dans quel sens ça s'est passé? Genre Godzilla est sorti, ils ont tombé là-dessus, ils ont fait: «Tiens, on va l'appeler Gojirasaurus» ou ja non, ça se mélange dans ma tête là pendant que je parle. Alors, en fait, c'est simplement que le paléontologue C'est du pur hasard? qui a décrit cette espèce, il était fan en fait des films OK, Godzilla. c'est ouf. Et comme il avait entre les mains une nouvelle espèce et qu'il a vu que c'était un grand carnivore, il s'est dit: «Bah, je vais me faire plaisir. J'aime Godzilla, c'est un grand dinosaure carnivore. Allez, Gojirasaurus». C'est trop bien. Et du coup, OK, d'accord, donc c'est vraiment le hasard absolu, enfin, c'est Mmh. fou, c'est fou.
Trop bien. Bah voilà, les amis, on a une Ouais. réponse en tout cas. On sait quel dinosaure pouvait être Godzilla, quoi. Très Ouais. beau travail de recherche, hein. Bon, Bon, c'est ça le lundi c'est là, matin. c'est un peu offert sur un plateau quand même. Il y a C'est tellement d'éléments que. c'est ça le lundi matin. C'est un petit déjeuner de lundi matin pour toi, j'imagine, hein, mais pour nous, être humains, tu vois, on est en mode ah ouais, quand même, quoi, faut le faire. Enfin, non, c'est vraiment trop bien, quoi. Mais c'est ouais, c'est super cool. Moi, Le c'est plutôt ça, c'est le Jalosaurus. côté. Alors, on va un peu rester dans ce côté, voilà, le lien entre la paléontologie et Godzilla. Mais on va passer avec un Godzilla que certains adorent, que certains Ah, détestent, le fameux. on en a bien parlé mardi dernier. Eh ben oui, hein, le Godzilla de la Discord, hein, pour certains. Donc, Donc, le Godzilla de Roland Emmerich, donc la version américaine de 1998. tout à fait. Et alors, est-ce que enfin, je sais pas si tu t'en souviens, mais dedans, il y a non pas un, mais une paléontologue. Oui, tout à fait. Oui, oui. Saluons le progressisme. Oui, Mais c'est vrai. vraiment, hein. Qui d'ailleurs, à un moment, qu'elle voit la télé, qu'ils appellent, on va dire, le Godzilla qui apparaît, ils l'appellent Godzilla, et elle dit, bah non, c'est Gojira, bande d'abrutis et compagnie. Je sais pas si c'était vraiment elle, là j'ai un Ah doute. ouais? Si, Je me si. demande si c'était pas la journaliste qui dit ça. J'ai un doute. Ah merde, je confonds la journaliste et la paléontologue. Ok, non, t'as raison, c'est la journaliste. Genre, Non, attends, non, je me il y a la gourre. Non, blonde et non, la rousse. je me gourre. Non, t'as raison. Ok, bah du coup, je situe moins la paléontologue. Ah si, un peu. Si, je m'en Tu sais, la souviens un peu. rousse là, Ouais. Je la remets un peu, mais avec pas les tant. lunettes Pas au tant. du film là. Docteur Elsie Chapman, précise Fabien Moreau dans le chat. Exactement, Elsie Chapman. Qui est dans le dessin animé aussi d'ailleurs, elle est dans l'équipe, Ok. du dessin animé. Bah, du coup, on va commencer pour ce film. Moi, ce que je voulais, c'était rebondir sur un propos d'Elsie Chapman. Eh ben vas-y. Donc j'avais mis, la citation du coup Diapo suivante. dans la diapo, ouais, la 15, je crois. Là, on en est à la 16. On est déjà à la 16? Ouais. Ah, bah, Attends. Non, c'est celle d'après ça. Non, il y a pas de citation, il y a juste, entre guillemets, le oui, c'est ça. Theropoda allosaurus. Ah d'accord, OK. Voilà, Ah bah, ça, c'est ce qu'elle c'est dit. la citation, faut que c'est une citation, genre une phrase ou d'accord. Ouais, c'est ça. On est Je suis dessus. pas à l'essentiel. Donc ils sont dans l'avion, ils discutent un petit peu, ils savent pas trop ce qui se passe, enfin voilà, c'est pour ceux qui voilà, pour situer un petit peu dans le film. C'est au début du film en fait, en plus, hein. Ouais, Donc ils savent pas trop, ils n'ont jamais vu et cetera. Ils ont vu les empreintes. c'est ça et c'est la célèbre scène où on voit la caméra qui d'un coup prend de la distance et on voit que notre héros Nick Tatopoulos est au milieu d'une empreinte de Godzilla. C'est ça qui a marqué toute une C'est génération, vrai. tous ceux qui l'ont vu. C'est une bonne idée, c'est un bon plan, c'est une Ouais. bonne idée. Enfin, ça fonctionne bien puisqu'ils sont en train de parler au milieu, puis d'un coup, on se rend compte qu'ils se baladent en fait au milieu de l'empreinte du kaiju. Ah oui, c'est trop drôle. Et du coup, par rapport à cette empreinte aussi, parce que voilà, nous on a des bon, c'est ça qui l'a aidée en fait, hein. Elle nous dit, donc elle pense un moment à un Theropoda allosaurus. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, ce Ah, qu'elle dit l'allosaure, là, c'est un allosaure. L'allosaure, ça me dit un ouais. truc, ouais. Alors l'allosaure, effectivement, donc l'allosaure, c'est un dinosaure qui existe. Donc il y a plusieurs espèces d'allosaures. Mhm. On en connaît au moins 3. Je dis au moins 3 parce qu'il y en a certaines, les scientifiques sont pas vraiment d'accord si elles sont, correctes ou pas. On en connaît au moins 3. Mais alors elle, la façon dont elle le dit, elle dit Theropoda allosaurus. Elle combine, les 2 sont combinés. Et ça, c'est pas anodin. Donc là, je me permets avec la diapo 16 de faire une petite parenthèse sur comment ça fonctionne en fait les noms scientifiques. Et ça marche avec les dinosaures, mais pas que. La 16 arrive de ce pas. Voilà. Avec un animal que tout le monde connaît, Le tyrannosaure. Tyrannosaurus. En fait, le nom d'espèce, enfin quand on dit un nom d'espèce ou un nom scientifique, etc., c'est la même chose, hein. En fait, il y a 2 noms dedans. Enfin, 2 noms. Il y a un nom de genre, plus précisément, Mhm. et après, il y a son épithète. Et en fait, c'est ce petit épithète à chaque fois qui désigne l'espèce. Ok. Voilà. Nous, par exemple, notre épithète, c'est sapiens. C'est sapiens, Homo sapiens et tout. Voilà. C'est ce qui nous différencie en fait des autres espèces du genre Homo. Et donc, on fait ça pour tout le monde. Le problème d'Elsie Chapman, ce qu'elle dit quand elle dit Theropoda allosaurus, c'est qu'en fait, elle utilise du coup comme épithète ce
ce qui est un nom de genre. Mhm. Et Théropoda, alors là, c'est un groupe plus vaste. D'accord. Mais ça En reste, un fait, nom, ça reste un nom de genre, du coup. alors Théropoda, c'est même pas nom de genre non plus. Ok, Là, on même est pas. sur Ok. un niveau au-dessus du genre, hein. On est Ok. vers les familles, tout ça. Ok. Donc là, elle a vraiment, entre guillemets, c'est un amalgame en fait de plein de choses. Et c'est pour ça qu'en fait, fondamentalement, quand elle dit Théropodalosaurus, alors en termes de construction, c'est bon. Enfin, scientifiquement, c'est rigoureux plutôt, puisque du coup, Mhm. il y a bien les deux mots. Mais malheureusement, les deux mots, ils sont pas du tout à leur bonne place. Bon. Et de toute manière, alors pour la petite anecdote, sachez, alors c'est à la louche, hein, j'ai perdu les mesures parce qu'avec un logiciel, je m'étais amusé à pouvoir mesurer du coup à peu près la longueur de l'empreinte de pas. Mhm. Mais alors là, je le fais de tête. Dites-vous que justement, puisqu'on en parle, l'allosaure, donc Allosaurus, il rentre en entier, voire même selon l'espèce, ils sont plus petits que l'empreinte de pas qui s'observe. Ok. Donc, donc le fait qu'elle dise que c'est ça, bon, quand on a ça en tête, ça. Donc c'est pas une très bonne collègue de travail, quoi. Ouais, je sais pas où elle a fait ses cours, mais bon, ça pose Ouais, des. tu valides pas. Là, non, je peux pas valider. Euh, Ah mince, j'ai failli oublier. Là, j'ai envie, par contre, à parler d'un autre truc qui est marrant avec le film d'Emmerich. C'est la scène d'introduction. La scène d'introduction. Alors, La scène peut-être là, d'introduction. t'en rappelais, Je me tu rappelle peux du mettre la montage avec la diapo 18. suivante. Ok, allons-y. La 18, oui. La 16. 17, pardon. Non, la 18, vas-y. Ah, La ok. 16, la Je- 17, je me suis trompé, en fait. Je sais pas Eh pourquoi j'ai ben, mis. pas de sushi, on passe à 18. Oh, je t'en prie, voilà. Donc là, peut-être que du coup, ouais, tu t'en rappelles du fameux montage. Oui, oui, c'est ça, c'est le montage de début. C'est ce que j'allais dire, en fait, le montage où on voit les essais nucléaires, Jacques Chirac, tout ça, et le fait qu'on va arriver là-dessus et que ça irradie les œufs ou je sais plus trop quoi. Enfin, c'est un peu de mémoire, mais oui, je vois bien du coup, ouais. Ces petits montages un peu pré-post-apo où on voit que ça y a un truc qui part en couille, généralement, c'est assez classique. Donc voilà, le petit. Ce qui était sympa, même. Oui, enfin, ça Petit fonctionnait en tout côté cas. Fallout. Ouais, ça fonctionnait, hein, ça fonctionnait. Puis c'était rigolo parce que à l'époque, vu qu'on est français, moi je l'ai vu à l'époque, du coup, voilà, on se faisait un peu taper dessus à cause des essais nucléaires à Mururoa, quoi. Normal. Qui ont encore des retombées aujourd'hui. Malheureusement. Igual puis Jacques Chirac égale Kaiju. Merci le monde d'à peu près. Ça se tient. La théorie est validée. Ouais, c'est ça. Finalement, à quoi bon l'aspect scientifique, il suffit de faire ça, quoi. Exactement. Merci Jacques. Et du Merci, coup, Jacques. le varan, l'iguane, la gamée. Alors voilà, là je me suis permis en fait, parce qu'on voit plein de lézards en fait. On voit plein de lézards. Et donc, là ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, la prochaine fois que vous regardez le film, peut-être que vous aurez ça en tête, peut-être que vous vous souviendrez des lézards. Donc on peut voir donc du varan de Komodo, de l'iguane marin, de la gamme barbue. Et si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît, pour voir la suite. Pas de souci. On hit. Donc, voilà. On voit aussi un dragon d'eau, un iguane vert, et pour le coup, un lézard qui est menacé et qui est assez rare, l'iguane des Fidji. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est juste que tu as noté les bestioles qu'on voit. Et est-ce qu'on pense qu'Hollywood, en fait, a dit tiens, on va prendre un tas d'images de lézards et on sait pas trop ce que c'est, vu que c'est des lézards, c'est un peu tous les mêmes. Espèce de racisme lézardien, quoi. Et on dit bon, les gens vont comprendre, ils vont pas trop capter si c'est des lézards différents, quoi. Alors, c'est même pire que ça. Oh, balance. Est-ce que tu penses qu'il y a ne serait-ce qu'un seul de ces lézards qu'on peut vraiment trouver en Polynésie française, qui aurait vraiment pu être là-bas au moment du tournage? Iguane des Fidji, Polynésie. Alors, je suis pas bon en géographie, je suis un enfer en vrai. Si je devais répondre à cette question, je pense dragon du Komodo, non. Il semble que ça n'a rien à voir, clairement. Là, celui-là, je suis à peu près sûr. Les iguanes et tout, j'en sais rien. Dragon d'eau, je sais, ça me rappelle Harry Potter. Et iguane des Fidji, Fidji, Polynésie, franchement, tu me files une carte, je serais incapable de les. Mais parce que s'il y a une matière dans laquelle je suis extrêmement mauvais, c'est bien la géographie, hein.
Je suis un enfer. Enfin, faut pas trop exagérer, mais ouais. Faut que tu fasses des GeoGuessr alors sur Ah Doctolib. putain. Ouais. Non, justement, j'ai jamais fait en mode, mais ça va être l'enfer, ça durait des heures et ça a rien donné, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut être terrible, ouais, ce jeu. Faut faire attention. Bon, alors du coup, je vais t'épargner ça. J'ai préparé du coup avec la diapo numéro 20, la suivante, une petite carte où du coup là, la vérité va être révélée. Révélée, si je elle peux- est là, elle est devant nos yeux ébahis. Ah oui, effectivement, donc c'est vraiment personne, quoi. Il y en a peut-être un qui est un peu moins loin éventuellement, mais bon, il faut qu'il nage un peu longtemps, quoi. Et malheureusement, il peut pas parce que là, les eaux, en fait, les courants, donc c'est l'iguane marin qui fait partie entre guillemets. Alors, bon, l'iguane marin, en fait, et l'iguane des Fidji, c'est les deux qui sont les plus proches. Mhm. Mais d'un côté, l'iguane des Fidji, ben, c'est pas la peine. Il va passer, en fait, s'il suit les courants, il va passer dans des zones un peu trop froides. Et en fait, l'iguane marin, là où il a déjà des eaux en fait qui sont trop froides. Et même s'il est marin, il peut pas rester dedans trop longtemps, Ouais, il va sinon pas. il meurt. Ok. C'est pas fait pour lui, quoi. Voilà. Donc voilà, Hollywood a réussi à prendre uniquement des lézards, non des Fidji, de la Polynésie française, pardon. Bah. Ma langue a fourché. Ça tombe bien, les varans ont une langue fourchue au passage. D'un autre côté, on n'avait pas vraiment de grands espoirs hein, sur Hollywood et la gestion des endroits qui sont hors Amérique généralement. Ils font pas très attention. Ouais. Après, je les excuse quand même. Ah, Parce que si tu passes à la diapositive suivante, de ce pas. je vais vous montrer du coup de vrais lézards qui vivent en Polynésie. Ah oui, Notamment. ils sont choupis. Ouais, ils sont tout petits. Bah oui, Ils tiendraient sur le doigt. Ils sont trop mignons. Oh. Donc Ouais, voilà. j'ai envie Alors, d'avoir des lézards maintenant. ah mais oui, on parle des chats, mais des lézards. Après tout. Bon, ils sont trop petits. Oui, effectivement. D'un autre côté, il y aurait pu y avoir ce côté narrativement intéressant, que ce soit le mini lézard, etc., qui devient vraiment un méga kaiju, quoi. Et on aurait vraiment eu un gap de taille encore plus impressionnant. Bon, bah, ça se joue à 50 cm, mais bon, quand même. Ah, ils sont quand même beaucoup plus petits que toutes les espèces précédentes sont beaucoup plus grosses qu'eux. Hein. C'est vu que c'est des espèces endémiques, j'imagine bien que ça vient du fait que vu que l'endroit est petit, ils vont pas être énormes, quoi, clairement. C'est un peu comme en Australie, il y a l'île des Cocos. Et le Coca, c'est petit, il y a juste une île où ça se trouve, et c'est des mini, en gros, c'est à force d'évolution, c'est juste des mini kangourous, mais c'est parce que c'est une petite île, enfin c'est une île qui est assez grande, etc. Mais forcément, ils pouvaient pas rester des kangourous ça, pour survivre, clairement, donc ils sont devenus plus petits. C'est exactement. Voilà. Sur les îles, voilà, condamnés à être petits en Polynésie. Et bon, du coup, par contre, ces lézards ont vraiment subi les radiations de Jacques Chirac. Donc attention. ça peut-être juste faire des petits lézards vénères, tu vois, seulement. Ils vont rester petits, mais ils vont être aussi vénères qu'un kaiju et tout. C'est en mode, bon bah. Faut surveiller les news, on sait jamais. Hein. Je vais casser un château de sable histoire de me détendre et tout. Ah, ça peut être le début d'un film. Enfin, ouais. Ouais. Un côté chien des Baskerville, mais du coup avec un lézard. Un petit lézard vénère et tout, qui brille et tout, tu sais, qui te regarde dans la nuit. T'es dans ta tente, il te regarde comme ça, en fait, je vais te casser la gueule et tout. Tu t'attendais trop pas, ouais. Bah donc voilà pour les lézards, la Polynésie. Trop bien, c'est trop bien. Mais Roland Emmerich a encore des petits secrets. C'est les derniers, après j'arrête avec lui. Ah encore, je continue du coup ? Ouais. On va regarder 2 secondes tu peux même passer directement, je sais pas pourquoi j'en ai fait, il y en a un doublon là, à la 23. À la 23, ça roule. Ouais. Donc on va regarder les pieds du Godzilla du coup quand il a muté, quand il est devenu badass le lézard. Donc voilà le Godzilla que beaucoup ont connu en premier, comme moi. Et donc quelle est la subtilité par rapport à cette image ? Alors, on a dit juste avant
que c'était un lézard qui avait muté, hein. C'est ce que nous présentait le film d'ailleurs, hein, il s'en cache pas avec l'intro, hein. Mmh. Des lézards, il y a la bombe, hop, lézard mutant, allez hop. Beh, si on regarde son pied, ce qui est rigolo, et qu'on le compare avec un pied de dinosaure, bah, on voit que c'est exactement la même chose. Il a Ouais, des pieds de dinosaure. ils ont repris ça, quoi. Ouais, ils ont fait c'est copier-coller, hop. Mais est-ce que ça se pourrait vraiment? Est-ce que ça pourrait vraiment fonctionner? Est-ce que ça pourrait vraiment être, aussi entre guillemets «aussi simple»? Ça, je ne sais pas. Eh ben, on va regarder alors la diapo suivante. On est parti sur la 24. Attention. Hop là, que voici. Alors là, je vous ai mis du coup, vous avez le code couleur avec les noms de quelques os. Donc c'est les os qui participent à la jambe, hein. Donc vous avez un, dinosaure, voilà, Ah ouais. comme on a vu juste avant, Mmh. et vous avez en dessous un lézard Mmh. avec un beau varan. Alors, comme vous pouvez le voir, tous les os du bassin jusqu'aux pieds sont tous différents. Donc ça veut dire que le pied qu'ils ont fait, pas vraiment possible, vu que c'est censé être un lézard. Parce que bon, OK, mutation, la bombe et Ouais, cetera, mais ça suffit pas, quoi. voilà, ça suffirait quand même pas. Enfin, là, du coup et là, j'ai envie de dire, c'est, mon avis, hein, notamment ceux qui sont, aux artistes et tous ceux qui même pas forcément des artistes, mais tous ceux qui aiment dessiner les créatures et cetera. Si vous êtes dans les idées des fois de faire, des créatures ou quoi qui soient un peu enfin que vous voulez un effet entre guillemets «réaliste» ou que vous avez de la réflexion à comment je pourrais vraiment faire croire que c'est vrai ou pas. Et là, par exemple, ce qui aurait pu aider à rendre plus entre guillemets, vrai le Godzilla de 98, ça aurait été en fait effectivement quand même de faire un pied, on va dire, tridactyle Mmh. avec les 3 doigts comme on l'a vu là, enfin les 3 doigts qui marchent sur le sol. Mais de le faire en se basant sur, du coup, un pied de lézard. Donc et quelque chose qu'on peut voir aussi, c'est que le dinosaure, en fait, il marche sur la pointe des pieds, alors que le lézard, il marche sur l'intégralité de son pied. C'est pour une question de vitesse ou des choses comme ça, ou bêtement parce qu'ils sont sur 2 pattes et ça fonctionne comme ça? C'est, ouais, bah, ça, c'est simplement, voilà, ça, c'est l'évolution, c'est, au cours du temps. Alors, oui, par, donc les dinosaures, voilà, eux sont passés donc, comme d'autres espèces, chez les mammifères, on a ça aussi, hein. On a des mammifères qui vont rester avec, tout le pied, comme Ouais. nous, par exemple, on a Mmh. tout le pied, alors que d'autres vont être pareil sur la pointe, des pieds, par exemple, tout ça. Le chien, il est sur la pointe des pieds. Donc ça c'est voilà, c'est au cours de l'évolution, c'est des trajectoires possibles, il y a pas de j'ai envie de dire de raison. Alors c'est vrai que quand on court beaucoup, généralement, on va avoir tendance à plutôt sur la pointe des pieds parce que c'est plus efficace. Effectivement, les lézards sont entre guillemets «moins des coureurs», que les dinosaures. Mais du coup, un truc qu'on aurait pu faire, Ah, enfin, qui aurait été marrant, ce serait justement si, donc, Patrick Tatopoulos qui avait fait le design, il avait entre guillemets «déformé», voilà, cette, jambe de lézard ouais. pour l'amener vers une forme qui fait entre guillemets penser à un dino, mais en gardant le fait que c'est un lézard. OK. Et je pense ça aurait peut-être pu faire justement ouais, un truc un peu plus sympa. Ça aurait fait des empreintes justement aussi, un peu différentes plutôt que simplement, voilà, ce pied à 3 doigts. Enfin ça marche, c'est beau, mais bon, voilà, je me dis que quitte à être créatif, voilà, ça aurait permis d'autres choses en fait, tout simplement, Mmh. et en plus, voilà, un peu plus crédible. Donc, voilà. Ben, là, ce que je te propose maintenant, c'est de finir avec, dernier Godzilla. Donc celui qui est Celui sorti de à partir de 2014? exactement, bah, tu OK. lis dans mes pensées. Ah, voici. Donc Godzilla, la version américaine qui est apparue, bah, en 2014 avec le film de Gareth Edwards. Non, si, c'est Ouais, ça. C'est ça. c'est encore le sien, là. Ouais. Et qui, au moment de sa sortie, il y avait eu un bouquin qui est super. Donc là aussi, voilà, moi je recommande à ceux qui ont aimé le film.
Donc The Art of Destruction. Ok. Et voilà. Toujours disponible, tu penses? Il me semble celui-là qui doit encore moyen. Alors Ok. avec le marché de l'occasion, c'est sûr. Les Ouais. neufs, je sais pas les Ok. tirages où ils en sont. Ok. Tu te Voilà, rappelles en le... tu te l'occasion. rappelles l'éditeur? Là non, mais je pourrais t'envoyer la référence. Ou C'est Fabien l'éditeur Moreau que je nous le dira dans le Fabien. chat. Il nous supplée. Donc voilà, un livre qui est voilà, on a un peu bah, enfin, c'est l'envers du décor, c'est une façon d'avoir entre guillemets «les bonus en papier» quoi. Mhm. Et il y a beaucoup en fait de concept art, un truc qui est génial. Ah bah Et pour ça fait Godzilla, pour envie. les mutos et cetera, ah ouais, ouais. De Et ça ouf. mon et il y a des commentaires sur les idées qu'ils ont eues justement pour, construire les créatures. Et voilà, je trouve, voilà, c'est un peu un équivalent moderne, bah, de l'encyclopédie anatomique, enfin pas exactement, mais c'est dans l'idée du truc, on va dire, par moment, c'est un peu ça quoi et c'est trop cool. Trop bien. Voilà et notamment, il y a une information qui est super importante dans ce bouquin, Mhm. c'est qui nous permet de dater enfin, quand est-ce qu'avait, parce que c'est ce qu'ils disent que Godzilla, il était endormi puis qu'il a été réveillé par les essais nucléaires. Mais dans ce film, le parti pris, c'était de dire, en fait, il a pas muté cette fois-ci. Il est déjà comme ça de base. Ouais. Et alors, dans le film, c'est pas précisé, mais dans ce bouquin-là, oui, il y a une information qui permet de dater à quelle époque, il a vécu. Et donc là, si tu peux passer à la Ouais, diapositive suivante. ça marche. Donc là, en fait, on nous dit qu'il a vécu donc il y a plus de 250 millions d'années. Donc c'était, à ce qu'on appelle en fait le Permien. C'était avant les dinosaures. Ouais, Juste avant. il y avait quoi comme bestiole à cette époque-là? Bah, c'est ce qu'on voit sur l'illustration, donc c'est des Ouais, cousins des mammifères, en fait. qui sont pas très C'est beaux. des voilà, Ils sont pas c'est des gracieux. mammifères non, moins, enfin, moins que certains mammifères. Donc voilà, donc là, au premier plan, il y a un carnivore et donc après, c'est des herbivores. Donc voilà, c'est de lointains cousins, donc à nous, mammifères, mais qui présentaient déjà dans leurs os des, structures similaires à nous. Et certains de nos ancêtres sont peut-être, là-dedans, peut-être des cousins eux, bref, on sait pas trop. Et Godzilla, il aurait vécu au milieu de tout ça. Et donc du coup, ce que j'ai fait, donc là sur l'image, j'ai mis à l'échelle, j'ai pris 2 espèces du Permien avec Godzilla, donc imaginez, voilà, Oui, donc s'il allait pisser, fallait pas qu'il marche sur personne, quoi. Clairement, c'est un peu dangereux, quoi. à mon avis, il y a eu il y a eu des Et crêpes, hein. ouais, il y a des dommages collatéraux, hein. Ah merde, fallait pas se mettre là, quoi. Ah, ils sont trop petits en même temps, hein, c'est Oui, c'est leur oui. faute. Donc voilà pour ça c'est le petit plaisir que j'ai eu à voilà, à m'amuser à faire ça à peu près à l'échelle. C'était rigolo. Et donc, bah, pour conclure sur ce Godzilla, alors je vais pas conclure en une diapo, mais bon, on va passer assez rapidement. On va voir qu'est-ce qu'aurait pu être ce Godzilla aussi? Parce que du coup, il est différent de Suite 54. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a J'ai mis la diapo suivante. Parfait, bah, c'est nickel. Donc là, on peut commencer à regarder sa peau. Ah, et on remarque que ça ressemble à un crocodile, crois-je deviner. Oui, c'est exact. Qu'est-ce qui rappelle ça? Oui, c'est ces, petites protubérances qu'on trouve, sur sa jambe, enfin sur sa peau et Ouais, et tout à et fait, il en et est rempli. et ça a la même fonction du coup qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça servait à la fois de protection et de réserve à calcium? Ouais, on peut poser l'hypothèse. Après OK, voilà, voilà, on fonctionne qu'avec des hypothèses, donc là, on peut se dire: «Ouais, bah, voilà». Ça bah, l'idée, c'est ça, OK. ça ressemble, c'est que donc si c'est la même chose, bah, c'est que ça fait la même chose. Donc on peut partir sur cette idée, voilà, des ostéodermes comme tout à l'heure. Donc potentiellement, il a ça. Mmh. Si on peut passer à la suite, il y a une Yes. autre caractéristique qui est intéressante, que beaucoup de personnes avaient remarqué au moment de la sortie et certains avaient, aimé, d'autres avaient détesté. Ah, c'est qu'il est amphibie? Eh oui et voilà, tu te souviens peut-être du coup les photos qui commençaient à circuler dans la presse et tout, J'avais pas remarqué, enfin du moins j'avais pas suivi ce débat-là, mais ça paraît tout à fait logique parce qu'il se balade quand même beaucoup dans l'eau et puis comme on a dit tout à l'heure, vu que la contraction de son nom de base c'est baleine et gorille,
bah, faut qu'il ait ce côté baleine, quoi. Il faut il va pas rester. Enfin bon, il a des gros poumons, donc ça doit être utile. Mais ouais, il peut pas se balader sous l'eau comme ça pendant 2000 bornes sans pouvoir respirer sur l'eau, clairement. Non, moi ça me paraît, ça me dérange pas du tout. Je trouve ça complètement logique et plutôt cool en vrai. De mon. Eh ben, alors, si tu trouves ça logique et en plus cool, je pense que tu vas bien aimer la suite. Parce Ah ouais. que il y a beaucoup de personnes qui, quand justement ça c'était sorti, il y en a peut-être qui continuent à, à tenter de brûler cette caractéristique dans les tréfonds du web. Bon, je passe plus mon temps sur les forums et les fandoms, etc. Mais donc pour beaucoup, c'est encore du grand n'importe quoi. Ok. Eh ben moi, je trouve que pas, en fait. Moi non plus. Là, comme ça, je l'apprends, tu vois, vraiment. Je pense que je l'avais même pas remarqué en regardant les films, c'est pour te dire. Mais non, enfin, moi, je vois ça, je fais: «Ah cool», c'est vraiment je trouve que ça rajoute l'anatomie, au fonctionnement général ça rejoint un peu, en plus, les premières images que tu avais montrées du bouquin des années 70-80, ben, que quand tu imagines un être imaginaire, autant qu'il ait à des moments quelques fonctions un peu, entre guillemets, «logiques». Donc moi non, je vois pas pourquoi je trouve que c'est un peu trop puriste et j'aime pas trop ça, du genre: «Ah ouais, non, il est comme ça et on peut pas faire autrement» et c'est pas du tout mon angle de pensée, quoi, en tout cas. Pareil. Nous sommes sur la même longueur d'onde là-dessus. Ouais, il Trop faut bien, pouvoir s'évader, hein, qu'est-ce que ce serait chiant sinon. de ouf, mais de ouf. Et donc du coup, on va prendre tout ça en compte. Donc voilà, les ostéodermes, les branchies. Alors j'ai pas insisté là-dessus, mais tout à l'heure quand il y avait la photo en gros plan de sa tête, on voyait qu'il avait plusieurs rangées de dents. Ouais, Donc on va garder, voilà, tout ça en tête et du coup, en passant à la diapositive suivante, et ben, on va voir que grâce à ça, on peut le ranger dans un groupe d'animaux qui existe vraiment. ah, qui ressemble à une espèce de crocodile avec une queue de tétard. Enfin, et donc Alors effectivement, c'est une, ouais, c'est ouais, une très bonne là, je description. suis comme un enfant, hein, c'est-à-dire que je vois différents trucs, je fais: «Ah, ça me rappelle ça», hein, je suis à ce niveau-là, hein, clairement. Ah non, mais c'est très bien. Parce que crois pas on fait à peine plus et on met des mots jargonneux, hein, en vrai, hein. Je démystifie le truc, hein, mais on est comme ça aussi, hein, et Le puis, tétard chelouïs, chelouïs, tout à moitié fait. tétard, moitié chelou, quoi. On dirait qu'il y a un crocodile qui est pas tout à fait fini, quoi. Enfin, mais il y a ce côté tétard, vraiment, je pense. Ah bah, ça alors tu vois, à quel point ton intuition et ta description est bonne, c'est un amphibien, c'est vraiment un amphibien, c'est un Ouais, lointain cousin des grenouilles. avec des pattes. Donc voilà, effectivement, là, en fait, on est sur des animaux qu'on appelle les temnospondyles et littéralement, c'est des grenouilles, donc certains ont un côté tétard, Ah. mais qui vivaient à une époque où il y avait pas encore les crocodiles, mais Ah, qui avaient le même rôle. OK. Ils avaient le même rôle, bah, forcément, il y a des ressemblances. Oui, surtout que le crocodile, Et comme le requin, fait partie des bestioles qui ont vraiment survécu des millions d'années, quoi. ça, c'est Ouais. super vieux, ouais, tout à fait. Donc tu vois, avec ta description, en fait, que tu peux trouver enfantine, niaise, tout ce que tu veux, bah, en fait, c'est exactement ça et c'est juste que, comme je te disais par derrière, nous, on fait que rajouter du jargon parce que toi, ton crocodile tétard, bah, le jargonneux t'aurait dit: «Bah, c'est de la convergence évolutive, c'est un amphibien qui vit, comme les crocodiles, du coup, il leur ressemble». Voilà. Mais tu vois à quel point c'est guère plus, hein? Les intuitions sont pas trompeuses, hein, donc Ah, ça c'est aussi, c'est un truc dans la méditation, voilà, il faut se faire confiance, les intuitions sont souvent, en fait, sont souvent bonnes. oui, puis c'est agréable parce qu'il y a un côté un petit peu, dans le sens de mon côté, donc du mien, pas du tien, puisque tu es scientifique, donc tu vas forcément avoir des méthodes ouais, des méthodes tout court. Mais ce qui est rigolo, c'est que moi j'arrive un peu avec mon regard entre guillemets «neuf» et des opinions au final, on dire: «Ah» et cetera et cetera. Donc il y a un côté un peu, bah, entre guillemets «ludique», en plus ça crée une discussion et de cette opinion peut découler, démontrer la méthode, disant: «Bah, regarde» et cetera et la médiation se fait dans ce sens-là, si je résume bien. Ouais, ouais, c'est l'échange, c'est C'est top, hein, ça c'est voilà. et c'est intéressant parce Faut pas rester il y a une écoute de votre part, enfin en tant que scientifique par rapport à Jal le monsieur opinion qui est super agréable de mon côté, tu vois? Vu qu'elle est bien traitée, qu'on me répond des trucs et je fais: «Ah ouais, j'apprends des trucs». Mais non, tu vois? Je veux dire,
outre plein d'autres choses, je pourrais vraiment voir une mâchoire de mammifère, une mâchoire de reptile et faire: «Ah ah, je sais ça maintenant». Et j'en suis tout fier. Ouais, J'ai brillé en société. J'en parlerai à Noël à mes parents et tout: «Ah, vous savez?» et cetera. Ils vont me regarder en mode: «Qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là, quoi?» Ça va être fabuleux. exactement. Attention, hein, tu vas passer pour l'intello, de la famille. C'est clair. Ouais, ils comprennent pas ce que je fais encore. Voilà, ils vont encore moins comprendre, tu vas encore plus les perdre. Ouais, non, ils ont abandonné, ils ont abandonné. Bon, du coup, alors sur ce, je rebondis du coup sur notre, tétard crocodile. Donc voilà, tout simplement, donc voilà et il y en a qui ont des branchies comme Godzilla, il y en a qui ont plusieurs rangées de dents comme Godzilla Mmh. et on peut même aller encore plus loin si on passe à la diapositive suivante. La suivante. Je suis content, je me suis pas perdu dans les diapositives encore, je suis content. Bon ça va, il y a des chiffres, hein, donc ça va. Moi, je me suis perdu dans les diapositives quand même, hein. Moi, je me suis perdu, tu vois? Pour dire, c'est vrai qu'ils aimaient, je me suis perdu, donc GG. Donc là, ça c'est un temnospondyle, donc qui s'appelle Platystrix. Oh, il est trop drôle aussi. Voilà, c'est le ratio punk dans le groupe, il en Ouais, faut, c'est hein. ça. Mais ils ont un côté aussi, je trouve, qui du genre, l'évolution a testé ce truc-là en mode enfin, il y a des raisons que l'évolution arrive à enfin, évolue quoi, fait son boulot, clairement. Mais tu fais: «Ouais, quand même, c'est un choix». Et c'est quand tu regardes un peu esthétiquement et un peu de manière, humoristique, on va dire, tu fais: «Ah ouais, ça pourrait être un super personnage d'un dessin animé un peu rigolo et cetera, un peu» enfin, je verrais un peu le comic relief quoi des bestioles dans un film de dinosaures, une espèce de Pumba des dinosaures quoi. Ah mais totalement! Mais c'est pour ça, bah, faut voilà, avis si jamais dans le chat, je sais pas, voilà, vous cherchez par moments des inspirations, mais vraiment, Ouais. allez fouiller le bestiaire, des espèces disparues, vous allez trouver des pépites, hein. Faudrait que j'envoie ça. Hier, j'étais en interview sur Radio Canu avec Romain Lardancher, qui lui crée, donc c'est un artiste pur et dur, hein, qui fait des sculptures, des D'accord. dessins, même du dessin animé maintenant qu'il est en production, et qui parlait donc, qui est en train de créer des univers et vraiment qui se veulent un peu cohérents, mais qui sont forcément très liés aux mechas, aux kaiju, aux dinosaures, etc. Et typiquement, c'est le genre de truc qui pourrait l'inspirer dans un certain sens pour trouver des idées. Vraiment, je lui enverrai la vidéo. Ah ouais, Ou même vu que j'ai les photos, je lui enverrai, tiens. ouais carrément. Bah, tu me diras si tu veux, voilà, si tu veux d'autres bestioles au pire. Tu as un accès illimité à tout un tas de bestioles cheloues. Ouais, je fournis, voilà, C'est c'est ta c'est ta pouvoir. c'est ça, vendeur de bestioles mais du coup, alors si je l'ai mis, c'est parce que, donc il a des ostéodermes. Donc, Mmh mh. faut savoir que voilà, c'est pas le seul, tétard grenouille, donc les temnospondyles qui a des ostéodermes, hein, Mmh mh. mais lui, il en a et en plus d'en avoir, en fait, sur son dos, justement là, sa crête de Mmh mh. punk, en fait, c'est ses os qui sont allongés en épines Ah putain. et ça, c'est exactement ce qu'on retrouve sur le Godzilla de 2014. Donc moi, mon hypothèse personnelle, quand je le regarde, en prenant un peu tout ce qu'on a dit, c'est que notre Godzilla de 2014, c'est un tétard grenouille, c'est un temnospondyle. Parce qu'il a vécu à la même époque, il a les mêmes épines dans le dos, il a les ostéodermes, il a les branchies, il a plusieurs rangées de dents, enfin voilà, ça passe. Et je pourrais même aller, bon avec d'autres caractères, mais bon là, c'est pas le but. Mais malheureusement pour mon hypothèse, les designers, n'ont pas été d'accord avec moi. Ah, Voilà, ça c'est ce que va nous révéler la diapositive suivante. Malheureusement. C'est parfaitement cohérent avec tout l'aspect extérieur, mais dès qu'on regarde les os, ça tombe à l'eau. ah. Donc voilà, je me retiens de pleurer. Littéralement. Avec un Picard qui se tient la tête. Voilà. Ouais, c'est ma frustration du d'image, voilà. Parce que voilà, si on regarde un peu le squelette qu'ils ont fait, donc ça c'est quand, Serizawa dans le film, il passe les diapos. OK. À un moment, on voit le squelette et le squelette était aussi disponible dans la campagne, promo du film. Mmh mh. On pouvait, débloquer des fichiers là sur le faux site qu'ils avaient créé.
Et ben, c'est un Ouais, squelette de mammifère, ouais. même un peu trop humain. Bah, il y a Brush dans le chat qui a tout de suite écrit un mammifère. Donc il y a, tu Bah, vois, voilà, quelqu'un qui est aussi un bon élève ou une bonne élève. donc voilà. C'est exactement comme tout Ouais, à l'heure, j'ai pas besoin de redire, hein, c'est la même chose. saleté d'artiste qui empêche les scientifiques de travailler dans le bon sens. Voilà, je si ce squelette pouvait ne pas être canon, est-ce que quelqu'un peut retcon ce squelette, s'il vous plaît? On peut faire une pétition, parfois ça marche. J'ai Buberlu là, vous avez ruiné ma théorie. Mais comme quoi, voilà, là, ça en même temps, ça vous montre quelque chose qu'on rencontre souvent en science. C'est que là, voilà, on est parti sur une hypothèse de base qu'on a commencé à tester, on a trouvé des éléments et puis, là, on est tombé ensuite sur un élément qui, l'invalide complètement. Bah, voilà. La science dans toute sa splendeur, Ah. j'ai envie de dire. Malheureusement. Et donc voilà. Bon, si jamais, parce qu'on a fait que du Godzilla, si jamais, en très bref, Mmh. si tu peux passer la diapo La suivante, ça suivante. sera le petit dessert, on va dire. Allez. Oh oh! La fameuse, l'héroïne. Voilà, exactement. La reine Mothra, enfin telle qu'elle est désignée en tout cas dans King of the Monsters, hein, en 2018. Alors moi, la petite chose pour laquelle je l'ai mis là, et je vais être très bref, c'est vraiment juste du tu vois, du petit bonus. C'est un peu comme tout à l'heure quand j'ai parlé de Rodan et de l'œuf. Donc je ne sais pas si certains avaient remarqué, mais il y a un motif, d'œil sur ses ailes Oui. qui est, ouais, très, très marqué. Voilà, et notamment quand elles changent de couleur. En plus, on les voit à des moments, elles changent de couleur, ils ressortent plus et cetera dans le film. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est, en fait, une forme de mimétisme. Il y a plusieurs types de mimétisme et donc ça, notamment, c'est un mimétisme, qu'on appelle bathésien. Donc c'est-à-dire, le mime Mmh. va, représenter, faire écho à une espèce qui est connue pour être dangereuse. Et en fait, dans le Monsterverse, c'est Serizawa et les autres scientifiques qui nous expliquent que Godzilla, c'est, lui qui est au sommet, c'est le plus craint, le plus redouté. Et du coup, ben, ça c'est marrant, ça prend tout son sens parce que du coup, sur ses ailes, elle fait le motif des yeux de l'espèce la plus crainte pour, entre guillemets, «être tranquille», justement, se protéger. Donc ça, c'est assez intéressant, d'une part. Et la deuxième chose, c'est qu'avec Godzilla, alors dans le film, ils parlent de symbiose. En fait, c'est pas une symbiose qu'ils ont, mais c'est un comportement qu'on retrouve entre certains animaux qu'on appelle du, mutualisme. OK. Et c'est plutôt du mutualisme dans le sens où les interactions qu'ils ont, entre les 2, elles sont pas vraiment égales. Et Mmh. c'est-à-dire que Mothra, en fait, elle a pas un besoin vital de Godzilla, mais Mmh. Godzilla, c'est un plus de «protection» entre guillemets qu'elle peut avoir. Et Godzilla, c'est pareil. Mothra n'est pas vital pour lui, mais Mmh. de son côté aussi, c'est un plus de protection et de soins comme on peut le voir. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vrai et notamment, s j'ai, vu après sur le net, il y a des personnes qui parlaient, ouais, Mothra et Godzilla dans ce film, ils sont en symbiose. Attention, non, ils sont pas en symbiose. Voilà, ils font du mutualisme, donc c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le vivant et donc voilà, c'est une petite notion, voilà, bonus que j'ai envie de partager avec vous. On peut se dire qu'ils se font un clin d'œil d'une certaine manière. Exact, mais c'est ça, c'est complètement ça le mutualisme. C'est de temps en temps, c'est voilà, c'est, «Hey, tu besoin d'aide?» Wink avec wink. un œil. Voilà, si tu pas besoin, ben, OK, on continue nos vies. Puis si tu as besoin, ben, voilà, tout OK. simplement. Donc ouais, ben, j'ai terminé mon Est-ce qu'il y avait une dernière ouais. diapo? Non? Tu avais fait une dernière? Je crois que j'ai cru qu'il y en avait une restée une petite. Ah bon, on va la mettre. Ah, c'est pour le cadeau, Ah regarde ça. voilà, c'est voilà. Bon, bah, c'est trop bien, tu Bah, pas je te envie remercie. Ben, tu pas envie de faire un bouquin autour de ça? Pour Pas un l'instant, truc j'ai pas la force. ouais. Non, parce que Ça demande de l'énergie. je pense que ça pourrait être super rigolo en vrai. Enfin, imagine un paléontologue qui fait, bon, on a déjà vu, Obélia là, un truc sur la science du cajou qui est sorti.
Mais ça pourrait être rigolo. Dans un petit format, je sais pas, je te pousse à rien et bien entendu, c'est qu'une question. Mais ouais, je trouve, ça pourrait être super ludique et vraiment, tu vois, les exemples que tu as pris sont super passionnants, je trouve. Enfin, c'est du contenu, quoi. Enfin, en tout cas, là, tu viens de nous offrir un contenu scientifique, pop culture de grande qualité, en tout cas. Merci. J'avais un peu peur, quand même. Toujours, tu Non. sais pas si ça va passer ou pas. Bon, Mais si, de ouf, regarde, les gens sont restés et ont participé dans le chat et tout le monde a l'air content. Dites-le hein, dans le chat que si ça vous a plu. Hein. Dites un petit ouais, mot dites-nous si tu penses à ça. à François-Louis. Dites-lui un petit mot, ça lui fera plaisir. Hein. Bon, mais je passerai le mot parce que donc il y a Jean-Sébastien Steyer qui lui donc est Oui. paléontologue à Paris et qui travaille beaucoup avec la culture. Ouais. Bon, je sais pas si tu as regardé, mais bon. Mais Bon, écoute, peut-être voilà. dis-lui du bien de nous en fait, parce qu'on veut l'inviter pour avril prochain, ouais. Super. Donc Bah, ouais. dis-lui du bien de nous, vas-y, pousse l'invitation. Je lui enverrai, voilà, je lui enverrai un petit mail. On l'a. Je lui demanderai, voilà, vu qu'il aime bien ça, si jamais ça le tente, voilà, de faire quelque chose de kaiju. Au moins, je serai pas tout seul dans l'aventure. En plus, il a de l'expérience dans les bouquins, donc Bah, après, je verrai. Mais J'avoue, j'ai pas pensé, hein. Alors, deux choses. Ben, du coup, en plus, c'est vraiment une de mes habitudes, ça c'est rigolo. En plus, je sais qu'il y a Anne qui est dans le chat, et on a aussi Mathilde qui font partie de l'équipe du festival de programmation. Donc, Anne, c'est notre responsable littéraire. Mathilde, elle fait partie de la programmation et le protocole invité. Je pense que Ok, C'est de la censure. Ouais, c'est bizarre ce qui s'est passé. Bah, je sais pas, apparemment mon OBS a planté. Clairement, c'est OBS, il m'a fait problème quelconque, je sais pas ce qui s'est passé, mais il m'en a fait un beau, un problème d'encodeur. Alors je sais pas là où ça peut être. J'ai enregistré l'émission sur le disque dur, ça peut être ça. Il y a pas non, mais non, ça m'est jamais arrivé. Non, bah c'est un crash de passage, c'est un crash de routine, on va dire. Hein. Bon, bah j'espère que vous êtes de retour, on est en train de finir tranquillement l'émission. Du coup, alors je sais pas si Anne et Mathilde sont toujours dans le chat. Alors faut déjà de cliquer là-dessus parce que ça m'ennuie. Du coup, Anne, Mathilde, si vous êtes dans le chat, faites un coucou dans le chat. Alors, ben pour ceux qui restent, bon, mais les gens reviennent là, je vois, c'est cool. C'est la chaîne 24-24, de toute façon, elle a tendance parfois à cracher. C'est rare, mais ça peut arriver. Du coup, coucou tout le monde, allez, on reprend ça tranquillement, on se remet de nos émotions. François Louis, alors Louis, j'avais deux questions. La première, c'est que je voulais faire un petit mot sur ta chaîne YouTube, puisqu'on n'en a pas encore parlé en vrai, même en début d'émission. Donc tu as une chaîne YouTube, qu'est-ce que tu fais dessus? Bah, j'avais commencé à faire de la vulgarisation, mais c'est quelque chose que j'avais commencé quand j'étais étudiant, donc c'est une chaîne qui m'a accompagné dans mes, péripéties, j'ai envie de dire. Ok. Et donc ben, voilà, je parle de paléontologie et je parle aussi donc de ce qu'on appelle l'herpétologie, donc c'est les reptiles et les amphibiens, mais de maintenant, en fait. Ok. Et voilà, Est-ce qu'il y a un angle pop culture à l'intérieur ou c'est vraiment on est axé science? pas encore. Là, pour l'instant, c'est quand même plutôt science, Ok. mais disons que j'ai pris du temps de réflexion pour ce que je voulais faire. Et donc là, j'ai plein d'épisodes. En fait, ça fait je suis lent généralement pour sortir les épisodes, Mhm. mais là, je suis même encore plus lent que d'habitude. Bon, entre-temps, j'ai trouvé du coup mon emploi, et cetera, donc ça aussi, ça y joue Ouais. et c'est une priorité, je ne vais pas mentir, par rapport à ma chaîne. Ma chaîne, je la fais vraiment par passion aussi, hein. Enfin, voilà, c'est pas mon travail. Certains, c'est leur travail, moi, c'est pas le cas. Et ben sur cette chaîne, du coup, je l'ai mis dans le chat, la chaîne. Donc les amis qui êtes présents, allez vous abonner, enfin allez follow la chaîne, quoi. Voilà, c'est un ordre. Deuxième chose, est-ce que tu fais un truc du 14 au 16 avril prochain? Il faut que je regarde mon agenda. T'es pas obligé de répondre dans la seconde. Mais alors, on va plutôt partir sur du principe. Hein. Non, de toute façon, on fait ça dans l'ordre de notre côté. Après, je peux poser des jours. C'est du vendredi au dimanche. Hein. Alors ouais, mais moi, des fois, en fait, je travaille les week-ends et j'ai des astreintes. Ah oui, forcément. C'est pour ça qu'il faut quand même que écoute, j'anticipe. moi j'ai, Mais en gros, pour te dire, honnêtement, il y a Fabien qui est déjà invité au festival, donc qui a déjà accepté de sa venue en avril prochain. Comme je te le disais, on vise Jean-Sébastien pour, voilà, on est en train de voir avec son éditeur et puis l'intéresser, savoir s'il est dispo et qu'il a tout simplement envie de venir.
Du coup, si ça te dit, c'était une table ronde, bah, de nouveau sur la science du kaiju était en préparation au sein de cette édition, puisque la thématique va être les sciences dans la science-fiction originale, mais on va être efficace. Génial. Donc François Louis, si ça te dit de venir t'occuper de ça avec nous, ce sera un plaisir de t'inviter, te prendre en charge, comme on fait avec tout invité du festival. Bah, ce serait un plaisir d'être présent, Ok, vraiment, bah, je pense que bah, merci beaucoup. je pense que tu pourrais être une belle addition à cette table ronde. Et tu sais quoi? Tellement je serais dans la flemme, et cetera. Là, tu pas obligé de répondre maintenant, mais je te dis ça comme ça à l'antenne parce que j'aime bien un peu piéger les gens, enfin, sans le méchanceté jamais. Si tu me la modères, tu vois, si tu l'animes, la modères, bah moi je suis content, tu vois. Ah ouais, carrément. Avec Ouh Fabien. là! Mais tu pourras aussi parler en tant que toi, hein. Quand tu modères, t'as quand même une valeur scientifique qui t'est propre. Donc, si ça te dit, on reprendra contact, je te ferai ça dans l'ordre, hein. On a tout un protocole que Mathilde et moi-même mettons en place pour s'occuper de vous, invités. Donc, bah, je te donnerai les dates du festival hors ligne, et si tu arrives à poser tes jours, ça sera un plaisir de t'accueillir